Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show sur tous les sujets qui vous concernent. Présenté par Mylène et Luc, en compagnie de leurs invités, c'est Faut qu'on en parle et ça commence maintenant. Eh bien, soyez les bienvenus à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de Faut qu'on en parle. À l'approche des fêtes de fin d'année et l'ambiance festive qui va avec, nous avons souhaité faire un focus sur l'alcool. Sa consommation est souvent associée à la fête et pourtant on peut vite sombrer dans la dépendance. Nous allons donc revenir sur ce fléau qui se banalise de plus en plus tôt et qui prend le pas sur la cigarette même, heureusement, en forte régression, elle, chez les jeunes. Avec nos invités en plateau, nous parlerons du risque alcool et nous aurons aussi des témoignages de personnes qui s'en sortent. Nous vous donnerons donc toutes les clés pour en profiter de manière raisonnée. Rappelez-vous, cette émission c'est également la vôtre. Nous vous invitons à participer, à partager vos réactions et à vous poser des questions sur notre répondeur non surtaxé le 07 839 839 75 avec le hashtag FQOP aussi sur les réseaux sociaux. Et pour apporter encore plus de profondeur à ce débat, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de la brillante journaliste Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. L'année 2023 a vu une montée inquiétante de la consommation d'alcool et des cas de dépendance associés. Les jeunes ne consomment plus le même alcool que leurs parents ou leurs grands-parents, avec des boissons encore plus alcoolisées. Est-ce un phénomène passager ou sommes-nous à un tournant critique? Dans une société où la consommation d'alcool est souvent banalisée, la question de la dépendance et des risques associés est plus pertinente que jamais. La consommation d'alcool a toujours été un sujet de préoccupation, mais les dernières années ont vu une augmentation notable des cas de dépendance. Certains groupes, comme les jeunes adultes et personnes isolées, sont particulièrement vulnérables à ces risques. L'impact de la consommation excessive d'alcool ne se limite pas à la dépendance. Il a des répercussions directes sur notre santé globale. On parle désormais de risque alcool, un terme qui englobe les dangers physiques et psychologiques associés à la consommation d'alcool. Quelle est la réalité de cette tempête intérieure que traversent beaucoup? Nos experts en plateau répondront à vos questions. Des initiatives sont en cours pour lutter contre la dépendance à l'alcool, mais sont-elles suffisantes pour résoudre ce problème? Alcool, évolution, dépendance et risques, c'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et on commence cette émission avec Jean-Paul Gomis, qui est médecin addictologue au sein d'Addiction France. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous avons Emmanuel Latourte qui est responsable du développement des pratiques de réduction des risques alcool à l'association Santé Alcool et Réduction des risques. Bonsoir. Bonsoir. Florine Roy, qui est psychologue clinicienne en addictologie. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Serge qui est correspondant de la région PACA aux Alcooliques Anonymes. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Mireille, correspondante pour la santé PACA aux Alcooliques Anonymes. Bonsoir. Bonsoir. Faut qu'on en parle, première partie. Lorsque vous avez vu le sommaire de l'émission en vidéo sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, vous avez été très curieux et vous nous avez posé pas mal de questions. Commençons tout de suite cette partie avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, peux-tu nous donner quelques chiffres sur l'alcool, son évolution et la situation en France ? Oui, selon l'Organisation mondiale de la santé, la consommation mondiale d'alcool a augmenté de près de 70% entre 1990 et 2017. Cela est principalement dû à la croissance de la consommation de l'alcool dans les pays en développement. La quantité moyenne d'alcool consommée par habitant varie considérablement, bien sûr, d'un pays à l'autre. Par exemple, en 2019, la Lituanie avait le plus haut taux de consommation d'alcool par habitant au monde, avec environ 18,2 litres par adulte et par an. Et quel est l'alcool le plus bu en France ? En France, c'est le vin, l'alcool le plus consommé. Il fait partie intégrante de la culture française depuis des siècles et il est souvent associé à la gastronomie et la convivialité. Cependant, il est quand même important de noter que la consommation d'alcool en France a évolué au fil des ans avec une réduction globale de la consommation d'alcool par habitant, notamment chez les jeunes générations, et pourtant ils consomment quand même des alcools forts. On le verra un petit peu loin dans l'émission. De plus en plus de Français, eux, optent pour des boissons plus fortes comme le pastis, le whisky ou la vodka. En dehors du vin, d'autres types d'alcool comme la bière, les spiritueux et les cocktails sont également populaires en France, mais ils ne surpassent généralement pas la consommation de vin dans notre pays. On passe tout de suite à la réaction des auditeurs. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Rémi du côté de Paris qui nous a laissé un message sur le répondeur. Je suis sommelier depuis 30 ans. La consommation d'alcool a évolué depuis ces dernières années. À mon époque, il y avait beaucoup d'amateurs de vin qui aimaient le vrai et le bon vin. Les jeunes aujourd'hui ne boivent plus pour le goût, mais pour les effets. C'est dommage. Mathilde de Reims, notre manière de consommer l'alcool a changé. Nos grands-parents, c'est un verre de rouge à chaque repas, mais ça c'est fini. Maintenant on se fait plaisir avec du vin de qualité, que de temps en temps, ou alors lors des occasions.
Et pour commencer cette émission, on va d'abord définir qu'est-ce que l'alcool, car on en parle souvent, mais qu'est-ce que c'est l'alcool réellement ? Si on laissait la parole à Jean-Paul, par exemple. Eh bien, l'alcool, c'est de petites molécules magiques qui datent depuis très 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 longtemps et qui accompagnaient pratiquement toute l'humanité depuis pratiquement 15 000 ans. Dans un premier temps plutôt spirituel, c'était la façon de parler au Dieu, d'avoir une modification de notre référentiel de pensée. Puis au fur et à mesure, en fait, l'alcool, dans l'Antiquité, a commencé à s'émanciper dans le sens où les gens ont consommé un petit peu plus par plaisir. On a une notion qu'on appelle les bacchanales, je pense que tout le monde sait ce que c'est, en relation avec le dieu Bacchus, qui chez les Romains était le responsable, ou plutôt la divinité qui était dévolue aux acapes et donc aux consommations d'alcool. Mais l'alcool n'était pas uniquement à ce moment-là utilisé comme passerelle avec les dieux ou les esprits, c'était aussi un pharmacone, à savoir c'était une molécule, un produit qui pouvait servir aussi de traitement. Le pharmacone, c'est un traitement, mais ça peut être aussi un poison, en fonction effectivement de la quantité qu'on peut consommer. À titre d'information, on avait par exemple les gladiateurs qui étaient soignés à l'époque de Galien, qui était un médecin romain, avec des décoctions à base de vin qui, semblerait-il, avaient des vertus, je dis bien semblerait-il, avaient des vertus antiseptiques. Un petit peu plus avant, on avait effectivement notre grand maître Hippocrate, qui avait lancé aussi tout un processus thérapeutique avec des dérivés de vin. Tout en sachant qu'à l'époque, la vinification avait déjà été pratiquement bien dominée, bien expertisée par les Égyptiens, donc on se rend compte que ça remonte à loin. Et au fur et à mesure, l'alcool, ça a évolué avec une eau pas toujours potable. Donc on a préféré prendre un vin avec un degré d'alcool pas très important, plutôt que ça. Je pense que le tournant, quelque part, ça a été la révolution industrielle. Cette révolution industrielle, notamment en Grande-Bretagne, a vu arriver beaucoup de gens des campagnes, dans des conditions d'hygiène, dans des conditions d'hébergement, dans des conditions de santé mentale très difficiles. Et l'alcool, à ce moment-là, malheureusement, a servi de pansement. C'est au XIXe siècle, d'ailleurs, que l'association à laquelle j'appartiens, Addiction France, a lancé ses premières opérations, puisque sous l'égide de Claude Bernard et de Louis Pasteur, vers 1872, oui, ça fait 152 ans bientôt que l'association existe, pas avec le même nom, on avait lancé les premières sociétés pour la tempérance. Et on s'était rendu compte à ce moment-là, effectivement, de l'impact très, très négatif de l'alcool. Et notamment, on avait essayé de sortir, en fait, les gens de cette ornière, en fait, sur le plan psychologique, de cette détresse, avec des référentiels, avec des référents, avec des gens qui pouvaient s'occuper d'eux. Si vous voulez que je continue sur l'histoire de l'alcool, on peut voir effectivement... Voilà, ça dresse le tableau. Voilà, c'est un tableau, je pense, initial qui, je pense, est important dans la mesure où on se rend compte que l'évolution de l'alcool est passée de quelque chose qui était pratiquement spirituel, qui est devenu festif et qui est devenu ensuite un fardeau. On vient d'en parler dans les chiffres et dans notre sommaire. Notre manière de consommer l'alcool a changé au fil des années. Pourtant, c'est encore bien présent. C'est un héritage culturel historique. Comment ça s'explique ? On va demander à Emmanuel de compléter ce qu'a dit Jean-Paul. Oui, aujourd'hui, on peut regarder, par exemple, la question du boire. Jusqu'à maintenant, on regardait le produit alcool avec toute la toxicité qu'on pouvait mettre en avant de ce produit. Aujourd'hui, les sciences sociales ont ouvert une nouvelle manière de considérer l'alcool et de la regarder plutôt du côté d'une pratique, du côté des pratiques de consommation, d'une activité du boire. Il y a 1001 manières de boire. Aujourd'hui, chacun boit différemment, a recours à l'alcool très différemment, et du coup, en réduction des risques alcool, on ne se focalise pas uniquement sur la dangerosité du produit, on envisage aussi le recours à l'alcool comme une stratégie d'adaptation et de compensation. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est le pharmacone, on peut utiliser parfois l'alcool comme un médicament, et du coup, ce recours à l'alcool comme une stratégie d'adaptation et de compensation qui sont mises en place par les personnes et qui espèrent, via cette activité du boire, retirer des effets perçus comme bénéfiques, comme par exemple se sentir mieux en groupe, être moins stressé ou encore apaiser des douleurs. Et du coup, cette nouvelle manière de regarder la consommation ouvre des champs d'intervention différents. Oui, l'alcool, c'est un produit toxique, sauf que la réalité, c'est qu'en France, il y a 43 millions de consommateurs d'alcool. Donc, c'est un objet très commun et partagé.
Ah oui, ça touche tout le monde, hein, ça c'est certain. Ouais. Ça touche tout le monde, toutes les classes d'âge, toutes les catégories sociales. On va en parler. Ouais. Alors justement, les grands-parents, tous les midis et soirs à table, à l'époque, il fallait leur petit verre de rouge, hein, clairement leur petit vin de pays, voilà, ou même pire, dans les cantines, je crois qu'on en servait aux enfants dans les années 40-50. Comment la culture entourant cette consommation d'alcool en France a-t-elle changé au fil des temps ? Jean-Paul, peut-être ? C'était assez compliqué de voir l'évolution en fait. Je pense que quelque part, quand on voit l'époque où le vin était dans les cantines, était au niveau des écoles, quand on voit les publicités qui étaient... C'est fou quand même, on servait du vin à table dans les cantines, quoi. Lorsque j'étais enfant, dans mon école, il y avait un énorme panneau sur lequel on lisait « Le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons ». Ah ça, c'était pas dans les années 40, hein, visiblement. Non, mais alors c'est bien plus tard que ça. Et quand on pense... je suis pas si vieux que ça quand même. Ah non, c'est sûr. Et quand on voit que c'était signé Louis Pasteur, on est quand même assez dubitatif. Mais c'est vrai que l'évolution en fait, de l'alcool est en parallèle, je pense, quelque part avec l'évolution en fait, des mentalités, de nos 30 glorieuses où on s'est un petit peu centré sur soi, on veut se faire plaisir, on est, comment dire, de plus en plus enclin à dépasser certaines bornes, à s'affranchir de certaines barrières, de jouer le cadre de la liberté. Et l'alcool, à 5 degrés, 6 degrés, ça devient quelque chose qui n'est plus suffisant et on se retourne à ce moment-là sur des alcools beaucoup plus forts. Et je pense quelque part qu'il y a un malaise qu'on connaît encore actuellement, qu'on revoit après la libération entre guillemets du Covid. Ce malaise intime, ce qu'on appelle une dysphorie, le fait d'être pas très très bien, peut expliquer effectivement une demande en fait d'une composante anxiolytique de l'alcool. À savoir, c'est le mauvais copain, c'est le mauvais produit, c'est le mauvais médicament, mais malheureusement, il est là. On peut peut-être expliquer comme ça. Est-ce que du coup, c'est notre manière de consommer l'alcool qui a changé ou c'est le regard social finalement que l'on porte dessus qui a évolué, Emmanuel ? Oui, le regard social ne cesse d'évoluer. Nous, on regarde plutôt aujourd'hui la réalité des manières de boire. Qu'est-ce que les gens consomment aujourd'hui ? Comment ils consomment ? La grande question de la réduction des risques, c'est pas tant le combien les gens consomment, mais c'est comment ils le font. Voilà pour répondre à votre question. Florine, quelque chose pour compléter ? Moi, il me semblait que, en tout cas chez les jeunes, il y avait moins de consommation régulière d'alcool, mais qu'il y avait plus de consommation intensive et ponctuelle. Donc il y a une évolution pour moi chez les jeunes des façons de consommer. Et qu'il y a de plus en plus d'alcool fort chez les jeunes. Et moi, je pense par exemple aux packaging qui sont mis en place pour attirer en fait les jeunes à boire de l'alcool. Et ça, c'est vraiment un outil marketing qui marche très bien pour les jeunes. Jean-Paul ? Je suis tout à fait d'accord, tu m'as enlevé les mots, Florine, parce qu'effectivement, nous sommes confrontés actuellement dans mes consultations, je vois des gens qui viennent, on ne parle plus tellement de bière, on ne parle plus tellement d'alcool fort, entre guillemets, mais on a ce problème avec les prémix et les alcopop, qui sont ces petites bouteilles très jolies, très, très marketing, qui correspondent en fait à de l'alcool, entre 5 à 7 degrés, mais mélangés à du sucre. Quand je dis du sucre, ce sont des boissons sucrées, ce sont éventuellement des sodas, des choses comme ça. Ce qui veut dire que les gens, lorsqu'on associe le prémix ou l'alcopop, qui est de l'alcool, à la fête, on a tendance à boire une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. Et on arrive à un moment, effectivement, où on arrive sur des alcoolisations ponctuelles importantes sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, mais effectivement, le fait d'avoir ce marketing, moi, quelque part, me gêne dans la mesure où je me rends compte que les gens sont très désarmés par rapport à la puissance de certains lobbies. Oui, et du coup, peut-être ce qui n'a pas évolué, c'est la manière dont on a de regarder les personnes qui rencontrent des difficultés avec leur consommation d'alcool. Historiquement, en France, il y a un regard très ambivalent sur celui qui consomme et qui ne consomme plus comme les autres. Donc ça, on constate en tout cas que cette stigmatisation à l'œuvre, la manière dont on a de pointer du doigt celui qui a perdu la main sur sa conso, demeure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des enjeux pour lutter contre la stigmatisation et tenter de ne plus exclure et ne plus pointer du doigt la personne qui a perdu la main sur sa conso. Serge, Mireille, quelque chose à compléter ? Bonjour, Mireille. Alors, moi, je suis alcoolique. Alors, je me retrouve un petit peu dans ce dont vous parlez, à l'adolescence, l'angoisse, le mal-être,
la difficulté à être soi parmi les autres m'ont conduite à tenter ce produit. Et puis ça a fonctionné. J'étais plus la même. J'étais bien, j'étais quelqu'un, j'étais intelligente, j'étais plus belle. Et sans m'en rendre compte, eh bien, les jours ont passé, les soirées ont passé. Et souvent, je n'arrivais pas à terminer, je n'arrivais pas à finir la soirée, sauf la tête dans les toilettes. Voilà comment je me suis rendu compte que tu pourras nous donner un petit peu plus en détail ton expérience, voilà. Et comme Serge tout à l'heure d'ailleurs, effectivement, dans la suite de l'émission. Serge, tu veux dire un petit mot là ? Non, ça va. Ok, tout à l'heure, j'écoute. Très bientôt, on voudra en savoir plus sur les alcooliques anonymes. Par contre, là, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que le contexte familial, lui, il peut jouer dans la relation avec l'alcool ? Jean-Paul ? C'est indubitable, c'est évident, oui. Quand on voit des enfants, je dis dans ma patientèle des gens qui ont le profil de Mireille, j'ai beaucoup apprécié votre intervention parce que ça correspond, je dirais, à presque 80-90% du profil des gens qui viennent consulter, avec la souffrance que vous avez soulignée, avec l'impression d'avoir ce mauvais copain qui vous donne de la sécurité et qui en fait vous entraîne au fond. Un enfant qui, vers 5-6 ans, se voit administrer, comme j'en ai vu, du vin dans son biberon, éventuellement qui finit les verres à table, avec l'exemple, même si lui n'est pas consommateur, avec l'exemple en fait une banalisation complète des consommations, qui peuvent être très très importantes. Imaginons un repas de famille où effectivement on a du vin à table, mais avant le vin on va commencer par du pastis, et puis après le pastis on va reprendre du vin, et puis après le vin on va faire le trou normand, etc. C'est quelque chose qui va se banaliser. Etc., quoi. Exactement. Donc c'est vrai que la composante familiale pour moi elle est capitale, malheureusement dans la genèse des problèmes d'alcool. On a une question de Sylvie qui nous dit si c'est général comme vous venez de le dire, est-ce que c'est héréditaire, génétique ? Il y a des hypothèses d'épigénétique, effectivement. On a trouvé, semblerait-il, en fait, un gène dont je ne veux pas donner le nom à l'antenne parce que je pense quelque part que ça ne va pas intéresser les gens. Un gène qui favoriserait, semblerait-il, l'appétence alcool. Donc il y a vraisemblablement, sur le plan génétique, des éléments qui sont favorisants, en fait. Pour presque une prédisposition, oui, en fait. c'est ça, une prédisposition génétique, exactement. Alors, oui, Emmanuel, et on rappelait l'omniprésence de l'alcool dans notre société. Alors que on rencontre l'alcool dans sa famille, qu'on rencontre l'alcool dans des espaces festifs, l'alcool est partout, tout le temps. Dans les supermarchés. Il est là, il est tout est fait pour inciter à le consommer, en fait. Hein. Oui. Il est partout. Je pense souvent, moi, aux personnes qui tentent de maintenir l'abstinence. Les publicités quand tu marches dans la rue, dans les supermarchés, tu peux pas éviter les rayons alcool qui sont le moindre événement familial, la tête de gondole, tous les etc. rituels. Oui, là, on arrive sur les fêtes de fin d'année, on va avoir les bouteilles de champagne, etc. Bien mise en évidence. Oui, l'alcool est partout, tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette réalité-là et comment on va accompagner les personnes à bien avoir en tête, certains risques, mais pour pouvoir faire des choix éclairés. Moi, je pense que l'alcool sera toujours présent. Je suis pas du tout. Il y a des expériences de prohibition aux États-Unis. Ça génère des choses dramatiques. Donc, il s'agit pas d'interdire l'alcool. Par contre, comment on va s'éduquer, puisque très rapidement, on sait quelle relation on a à l'alcool. Très jeune, on le sait. Vous le disiez juste avant. Quand on rencontre ce produit-là, on le rencontre très tôt et on sait exactement quel effet on y cherche. Nous, ce qu'on espère, c'est que on puisse, les personnes qui ont recours à ce produit puissent trouver des endroits pour questionner, réfléchir à ce lien-là qu'on a à l'alcool. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'offre de soins, elle est plutôt, on y a recours très tardivement. Les gens attendent que leur situation s'aggrave, que la dépendance éventuellement apparaisse. En réalité, il y a plein de risques qu'on prend en amont qui apparaissent dans la vie sociale, professionnellement, ou quand on fait la fête jeune et qu'on prend des risques majeurs en reprenant sa voiture, ou qu'on a des relations sexuelles à risque parce qu'on n'est plus en capacité de faire des choix et de pouvoir se protéger. Donc l'idée vraiment de cette nouvelle manière de regarder cette consommation et quelles propositions on va faire à l'avenir. Florine ?
Oui, je rebondis sur la question où moi, de mon côté, je travaille en clinique avec des adultes qui viennent en sevrage. Et c'est vrai que la majorité de mes patients ont des parents eux-mêmes alcooliques. Et ça montre quand même l'impact que peuvent avoir les figures en fait, principales, les figures parentales, qui vont avoir un impact, oui, sur l'avenir, on va dire, des jeunes et après des adultes dans l'addiction. Et bien souvent, oui, ça commence dans un contexte festif à l'adolescence et bien souvent, ça peut se dégrader ensuite vraiment vers une addiction à l'âge adulte. En général, c'est à partir de quel âge que ça se dégrade? Je ne sais pas exactement vous dire. Ce que j'observe, moi, à partir du discours de mes patients, c'est que ils sont dans un contexte festif à l'adolescence et puis après, on va dire que chacun va construire un petit peu sa vie de famille et eux vont continuer dans les consommations et ils vont finir par consommer seuls ou avec se faire des nouveaux compagnons en fait et se marginaliser de cette façon à avoir finalement que des amis qui sont buveurs aussi. Alors, est-ce que l'alcool consommé se catégorise plus en fonction des catégories socio-professionnelles? La question qu'on se pose, c'est est-ce que par exemple les bières moins chères que du champagne, ça va faire que certaines personnes vont en consommer plus parce que c'est plus accessible? Donc, c'est-à-dire que... Alors oui, ça dépend clairement du pouvoir d'achat qu'on a. Et du coup, je dirais qu'il y a de l'alcool facile, pas cher, du mauvais alcool. Oui, et les personnes en situation de précarité ne consomment pas de champagne, elles consomment plutôt la canette de 8,6 qui est très peu coûteuse et avec des effets, parce que chargée en alcool, les classes sociales, et puis les femmes consomment des alcools différents que les hommes, et puis les jeunes des alcools différents que les plus âgés, que leurs parents. Et puis il y a des nouveaux alcools, vous le disiez tout à l'heure, sur le marché qui apparaissent. Je pense à des alcools qu'on imagine pour les femmes et d'autres. Et pourtant, c'est peut-être pas le cas. Enfin, femmes-hommes, aujourd'hui, la consommation, elle n'est pas égale? Si. Pas forcément dans les alcools consommés, dans les types d'alcools consommés. Mais oui, les femmes rattrapent, et tant mieux pour l'égalité. Après... Oui, alors là-dessus, je sais pas. Peut-être que c'est peut-être pas le bon plan, mais si, c'est vrai que ça nous fait sourire en plateau, mais oui, malheureusement, les pourquoi femmes ont rattrapé les hommes. Pourquoi une femme ne pourrait pas boire comme un homme? Enfin, c'est une vraie question. Oui, alors... Après, on sait aussi que les femmes sont plus vulnérables par rapport aux hommes concernant l'alcool. C'est quelle information on va leur passer pour qu'elles puissent consommer de manière éclairée. On parle du coup d'hommes-femmes. Quel est le profil du plus gros buveur en France? Est-ce qu'il y a un profil type? Dans les représentations, il y en a plein. Donc il n'y a pas de profil type. En tout cas, il y a ça touche tout le monde. Entre guillemets, l'ivrogne du 19e siècle. Aujourd'hui, la personne qui fait qui vraiment est une figure qui inquiète tout le monde, c'est la personne qui a tout perdu et qui se retrouve à la rue et qui consomme devant tout le monde parce qu'il ne peut plus cacher sa consommation. Ça c'est terrifiant. Je crois qu'il ne peut pas faire autrement, malheureusement, non plus. Oui, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont... Enfin, on voit les conséquences, on va dire, assez désastreuses où les personnes peuvent se faire licencier, qui ont des problématiques en fait avec la justice, qui vont avoir des suspensions de permis, parfois plusieurs suspensions de permis à la suite. Moi, de mon côté, j'ai plutôt des hommes, c'est vrai. J'ai vraiment plus d'une moitié, on va dire 3/4 des personnes qui sont des hommes et ce sont plutôt vers la quarantaine pour la moyenne. Parce qu'avant, il y a eu... on va dire, ils ont eu moins de difficultés et peut-être qu'ils n'avaient pas autant conscience de leur problématique. Il y a un déni autour de ça, peut-être à la trentaine, enfin, à l'âge de jeune adulte, Jean-Paul. C'est pas seulement un déni, je suis tout à fait d'accord, puisque la clinique, je la connais bien et les gens qu'on envoie là-bas sont des gens qui sont au cœur de sevrage. Il n'y a pas de vignette clinique caractéristique, comme le soulignait Emmanuel. Je crois qu'on voit pratiquement de tout. Moi, j'ai des gens, effectivement, qui sont malheureusement à la rue, qui sont perdus et pour lesquels la seule solution pour essayer de vivre un petit peu moins mal, de façon illusoire, c'est effectivement de prendre des bières très fortes. Après, dans ma patientèle, j'ai des gens qui ont eu des vies normales, avec un alcool festif, et qui un jour sont confrontés à des aléas de la vie, un divorce, un décès. J'ai par exemple des gens j'ai un chirurgien, notamment que j'ai en tête, qui a perdu son fils d'une tumeur l'année dernière. Est-ce qu'on peut expliquer ou
le convaincre de ne pas boire. Il a avoué pratiquement tout de suite quelle était sa détresse et que le seul antidépresseur qu'il avait trouvé, ce faux antidépresseur, c'était effectivement l'alcool. Après, j'ai des personnes un petit peu plus âgées, des femmes beaucoup, qui par ennui, le soir, ont des consommations anxiolytiques avec d'autres types de vins. Et on arrive comme ça jusqu'à des âges assez avancés où malheureusement les gens ont eu des cursus très difficiles sur le plan de leur vécu, avec des consommations qui viennent de plus en plus importantes. C'est pas vraiment un déni, mais arrive un moment où on a besoin peut-être de se confier, et c'est au moment où on se confie éventuellement à son meilleur ami ou son médecin généraliste que là, effectivement, on passe le pas pour une prise en charge thérapeutique. On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Nous avons avec nous les AA, les alcooliques anonymes. Serge, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que sont les AA ? Alors, bonsoir. Les alcooliques anonymes ont été formés ça a été créé en 1935 par deux personnes qui sont Bill Watson et Dr. Bill et Bob. Bob. Bill et Bob. Bill, lui, était trader alcoolique et Bob était médecin alcoolique. Et ils se sont rencontrés dans un hôpital où ils essayaient de se sortir de l'alcool, ils n'y arrivaient pas. Et ensemble, ils ont créé leur premier groupe à Akron, où ils avaient un prêtre avec eux qui les aidait, et la femme de Bill aussi, qui aidait aussi à faire venir d'autres alcooliques pour parler de ça. À partir de là, ça a commencé à se créer, et au fur et à mesure, il y a des gens qui sont venus du Canada. Et là, après, cette personne est repartie au Canada, a créé le premier groupe canadien. Donc ça devait être dans les années 30, hein, c'est ça, Mireille ? Ça, je crois. Je ne sais plus exactement. Je ne me rappelle plus les dates. Je ne me rappelle plus, mais non, c'est à peu près ça. Une centaine d'années maintenant. Ouais. Et donc après, ça a continué. Ça a surtout pris ses sources aux États-Unis. Et au fur et à mesure, ils ont monté une société avec des gens qui souffraient d'alcool. Donc voilà, ça a marché. Et chez nous, en France, c'est arrivé dans les années 60. Grâce au livre de comment il s'appelait déjà ? Cette personne, je ne sais plus le nom en tête. Et il avait écrit un livre. Joseph Kessel. Il a écrit un livre et ils ont ouvert le premier groupe à Paris. Et donc, à partir de là, ça a commencé en France, à partir des années 60, à se construire. Et aujourd'hui, on est à peu près 500 groupes en France. Voilà. Toi, Serge, comment tu as été emmené à rencontrer les alcooliques anonymes ? Quelle est ton histoire ? Alors, pour la petite histoire, vous allez rigoler. Je suis fils de cafetier. Mmh. Ma grand-mère était cafetière. Mes parents étaient restaurateurs. Donc, j'ai vécu dans l'alcool toute ma vie, toute mon adolescence, toute ma jeunesse. Je m'étais juré de jamais boire. Parce que je voyais trop ce qui se passait avec ces gens derrière le comptoir de mes parents. Mon père était un alcoolique quand même, il buvait beaucoup. Et donc, du coup, j'avais vraiment pas envie de boire. Et un jour, je crois qu'on a dit tout à l'heure, à 40 ans, j'ai eu un problème familial. J'avais une belle famille qui était trop imposante vis-à-vis de moi. Et j'ai été chargé d'émotions et c'est ce qui m'a fait tomber dans l'alcool. Et là, à partir de ce moment-là, c'était une descente aux enfers. Ok. Mireille, même question du coup, de ton côté ? Alors, d'abord, je voudrais juste rajouter que ce qui est particulier aux alcooliques anonymes, c'est qu'un alcoolique s'est rendu compte qu'il pouvait s'en sortir, il pouvait sauver sa peau quand il s'occupait d'un autre alcoolique. C'est le secret des alcooliques anonymes. C'est pour ça qu'on est là ce soir, d'ailleurs. Et à deux. Voilà. On a la merveilleuse chance d'être sorti de cette obligation de boire tous les jours. Et on a envie d'en faire profiter ceux qui souffrent encore, ceux qui sont encore dans l'alcool actuellement. Voilà. Très bien, donc c'est le rôle effectivement des alcooliques anonymes. Jean-Paul, tout à l'heure tu nous parlais de l'industrialisation, mais comment l'industrialisation a-t-elle influencé les habitudes de consommation d'alcool ? Par la publicité, par l'association du festif avec des prestations en boîte de nuit, des compétitions sportives. On se rappelle sur notre plan, par exemple, du cow-boy d'une marque de cigarettes assez connue. Pour l'alcool, c'est la même chose. C'est qu'en fait, on a tendance à
À faire, comme l'a dit Laurine, du marketing. On va cibler des gens et en fonction en fait de leur profil, on va essayer de trouver le bon produit qui va bien pour pouvoir les faire consommer. Quand et comment on prend conscience en fait des dangers de l'alcool et qu'on est dedans en fait, Serge? Chez nous, on dit c'est perdre la maîtrise de sa vie. Donc se dire on n'a plus rien, on tombe, on se casse la figure, on perd tout, famille, enfants, argent, dignité, surtout la dignité. Je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est la dignité. Et à partir du moment où on perd la dignité, ben là c'est fini. Donc on dit chez nous, il faut vraiment tomber bas pour pouvoir remettre un coup de pied et remonter. Et la preuve, ça marche, parce que tu es là avec nous. Oui, ça marche. Voilà. Mais Emmanuel? Oui, ce qu'on constate, c'est que les personnes s'en veulent beaucoup d'avoir recours à l'alcool. Aujourd'hui, il y a un autre discours qui peut d'abord proposer aux personnes d'arrêter de s'en vouloir. Le recours à l'alcool, c'est une stratégie très efficace. Les gens ont recours à l'alcool parce qu'ils ne trouvent pas d'autres propositions pour soulager ce qu'ils ressentent. Et quand on commence à regarder les choses de cette manière-là, si on peut commencer à avoir moins honte, moins culpabilisé de consommer, bah ça joue sur la conso. Vous disiez perte de la dignité. Nous, on accompagne des personnes à retrouver une dignité, même s'il y a de la consommation. C'est le problème du regard ambivalent sur l'alcool, qui est un regard très, très, très stigmatisant et qui, nous, à notre avis, n'aide pas les personnes qui ont recours à l'alcool. Mais il est difficile pour les alcooliques, en tout cas que moi j'accompagne, de voir, on va dire, le côté positif de l'alcool. En tout cas, l'idée qu'ils ont cherché une solution à travers ça et de reconnaître le mal-être qu'il peut avoir derrière. C'est vrai qu'il y a un discours assez banalisant d'une mauvaise habitude qu'on aurait prise qui vient en fait cacher l'idée qu'il y aurait un mal-être derrière. C'est plus facile d'avouer d'être alcoolique que d'avouer avoir un problème personnel? Oui, ce sont enfin, dans ma clinique, en tout cas, ils vont admettre qu'ils sont souvent déprimés, par exemple, qu'ils se sentent, en dépression, mais pour autant, ils vont pas être en capacité, pour la plupart, en tout cas, de me dire l'objet du mal-être. C'est assez particulier. Et oui, parce qu'il s'agit d'accompagner les gens. L'alcool et la bouteille, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Si on propose à la personne de ne plus lutter contre l'alcool, de se réconcilier momentanément avec ce recours, et ben tout à coup on peut décaler un peu le regard et aller regarder ce qu'il y a derrière. Nous, on expérimente cette proposition auprès de personnes concernées. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'amélioration de leur qualité de vie. Certaines personnes reprennent en main leur conso, d'autres amélioreront tellement les choses qu'elles peut-être elles feront l'expérience d'arrêt, elles pourront maintenir l'abstinence. Parce que quand même, ce qu'il s'agit peut-être de dire, c'est que cette proposition, cette offre de soins ne correspond pas à tout le monde. Malheureusement, il n'y a que très peu de personnes qui parviennent à maintenir l'abstinence. Et ça, c'est très compliqué pour les consommateurs en difficulté avec leur conso. Non, on le voit bien. On voit. Moi, aujourd'hui, je peux plus reboire un verre d'alcool. C'est fini. C'est terminé. Parce que je sais, si je rebois un verre, je sais ce qui se passe derrière. Oui, donc avoir une consommation raisonnée, c'est très compliqué. Moi, à mon avis, mais ça c'est mon avis, c'est pas l'avis de tout le monde. Hein. Parce que toi, ça fait du coup combien de temps que tu ne consommes plus d'alcool? Ça fait 11 ans. 11 ans que je consomme plus un verre d'alcool. Et donc du coup, ça me dérange pas. Une autre petite histoire, je suis associé dans une brasserie où on fabrique notre bière. Ah oui. Voilà. Sauf que moi je bois pas. Donc je sers des verres de bière à des gens. Je bois pas, ça me dérange pas plus que ça. Et en plus, ils savent que je bois pas, ils savent de ce que je suis, ils savent de quoi je fais partie, et ils me posent des questions sur leur alcool. Ouais, c'est ça qui est assez marrant. Et en même temps, voilà. Mais je pense que on peut pas, il n'y a pas de demi-mesure. Pour moi, l'alcool, il n'y a pas de demi-mesure. C'est très compliqué. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas. C'est une vraie question, je trouve. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les recommandations de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, tend vers une consommation raisonnée. En tout cas, ce sont les recommandations. Aujourd'hui, moi, je suis incapable, avec les personnes que j'accompagne, de les amener à une consommation raisonnée. Je ne sais pas, je n'ai pas les outils, en tout cas.
Donc c'est vrai que ce qui est en tout cas prôné encore, ce sont les cures de sevrage avec une abstinence totale, c'est-à-dire de ne plus consommer d'alcool. Mais bien évidemment, il y a des personnes qui sont jeunes, qui ont 30 ans, de leur dire vous allez plus devoir consommer d'alcool toute votre vie. Et souvent l'alcool c'est la fête, hein. C'est Ouais, justement c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y en a ça amène beaucoup de questions de se dire comment je vais retrouver du plaisir dans ma vie sans l'alcool, comment je vais faire pour vivre, pour partager des moments en fait sans l'alcool avec mes proches. C'est des vraies questions. Alors justement, on va dériver sur l'alcool et l'association à la fête, puisque l'alcool c'est souvent associé aux célébrations, aux festivités. Comment on explique cette connexion entre l'alcool et la joie de vivre ? Qui c'est qui se lance ? Eh ben oui, l'alcool véhicule de la sociabilité, de la convivialité, du plaisir et de la fête. Ça fait partie du package avec l'alcool. Alors sans doute, c'est l'effet désinhibant de l'alcool qui facilite le lien avec les autres. Et du coup, oui, l'alcool est présent dans tous les moments, les rituels et les moments festifs. Alors comment on distingue une consommation d'alcool festive et une consommation à risque ? Jean-Paul, Emmanuel, Florine. Oui. La consommation à risque, pour moi, c'est à partir du moment où il y a une perte de contrôle. Quelqu'un qui est capable de faire un mariage, un baptême, une fête de famille avec une consommation, je dirais... excessive pendant la soirée, ça peut être modéré. On peut très bien dire, je ne vais pas dépasser 3 unités d'alcool, sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. Mais je pense qu'à un moment, effectivement, ça peut déraper. Oui, ça désinhibe. Le premier verre, vous savez, docteur... j'osais pas parler, j'ai commencé à parler avec des gens. Le deuxième verre, docteur, j'ai commencé à raconter des blagues. Le troisième, j'ai dansé avec les filles. Le quatrième, je me rappelle pas. Oui. Aujourd'hui, on peut noter aussi que c'est près d'un jeune de 11 ans sur 2 qui a déjà goûté de l'alcool. C'est un nouveau fléau aujourd'hui qui se répand chez les jeunes. C'est le binge drinking qui rime avec la fête à outrance pour les jeunes. Comment le définir et comment le comprendre, Florine ? Alors, le définir, je n'ai pas la définition exacte en tête. Il me semble que c'est 6 verres en moins de 2 heures. Bon, c'était bon. À mon avis, je pense qu'ils vont même au-delà dans ce genre de soirée. Mais voilà, l'idée, en fait, c'est vraiment d'accéder à l'ivresse le plus rapidement possible. C'est ça vraiment l'idée du binge drinking qui est de plus en plus répandue maintenant. Donc voilà, dans une recherche vraiment d'ivresse chez les jeunes. Quelles sont les conséquences sur ces adolescents-là de boire autant d'alcool, mais surtout aussi jeunes ? L'alcool reste globalement neurotoxique déjà pour le système nerveux, à un âge où chez les jeunes, le cerveau est quand même très sensible aux produits psychoactifs. Donc oui, il peut avoir, ça atteint au niveau de la mémoire de travail, des fonctions exécutives, donc c'est tout ce qui est de la planification de tâches, mais après, plus globalement... ça atteint la personne dans son identité. Voilà. Parfois, il peut y avoir aussi des risques de déscolarisation, vraiment des jeunes qui se marginalisent, globalement. Alors ça, c'est le long terme. Moi, ce que je voyais, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai assisté à des abacs à des alcoolisations massives. Là. C'est coma éthylique, c'est des hypothermies, c'est des syndromes de Mendelssohn. Quand vous intervenez moi j'étais urgentiste, quand vous intervenez sur un jeune que vous connaissez, qui ne respire plus, qui est bleu, que vous ne reconnaissez pas parce qu'en fait, il a fait un concours avec ses copains à pas 5 unités ou 6 unités, mais largement plus. Qu'on vous appelle en disant « je crois qu'il ne respire plus » et qu'on trouve quelqu'un, effectivement, je dis méconnaissable et qui se vomit dans les bronches, ça marque. On ne fait pas ces métiers, je pense, aussi par hasard. Mais moi, ce que je vois surtout dans les binge drinking, c'est essentiellement les conséquences immédiates. Après, je suis tout à fait d'accord avec Florine, c'est qu'on a des conséquences à moyen terme. On a des jeunes, d'après une étude qui s'appelait Escapade et qui a été reprise par l'OFDT, donc l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, on avait quand même pratiquement la moitié des jeunes de 17 ans qui avaient tendance à faire du binge drinking. La moitié, je crois que le chiffre, c'était autour de 41% dans ces eaux-là, ou 39%. Ensuite, on avait quand même une partie importante de presque plus de 15% de jeunes qui faisaient du binge drinking et pratiquement plus de 3 fois dans le mois. Et ensuite, des gens qui consommaient plus de 10 fois, donc 10 binge drinking dans le mois. Ah là, ouais, ça fait vraiment beaucoup, là. Donc là, on a des gens, c'est pas un pourcentage très élevé, il me semble que c'est 2% dans ces eaux-là. Mais on ouvre la voie, dans ces conditions-là, à, comme l'a dit Florine, des socialisations, à des problèmes sur le plan personnel, sur le plan des projets professionnels.
et pratiquement 3 fois plus de risques en fait de tomber dans des problèmes de dépendance ensuite. Oui, et du coup, on peut peut-être proposer des recommandations quand il y a ce type de consommation. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a sorti une fiche pratico-pratique en cas de binge drinking. Quoi faire ? Donc, il est recommandé de ne jamais se retrouver seul si on a consommé de cette manière-là et d'être entouré. Et du coup, ça, c'est des choses que les jeunes peuvent préparer. Je pense au SAM qui a très bien marché. Le SAM, c'est celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Oui, c'est rentré dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs parce qu'il y a eu un gros travail de communication. Oui. Et du coup, matraquage médiatique oui, même. Hein. Et ça a là, marché. l'idée sur le coma éthylique, par exemple, ou d'autres risques qui peuvent être pris en contexte festif, il s'agit d'outiller les jeunes de la même manière. Donc, on ne boit pas tout seul, on est entouré. Si on sait qu'on va boire de cette manière-là, on demande à un pote, à une amie, de prendre soin de nous si ça arrive. Et d'avoir les bons gestes et d'appeler les pompiers ou si jamais ça s'aggrave. Pareil, en soirée, alors je pense que ça concerne tout le monde. Hein. Souvent, les adultes regardent la consommation des jeunes de manière un peu particulière, mais le binge drinking, ça concerne plein d'adultes. 6 verres en moins de 2 heures. Oui, dans une soirée un peu festive. Il me semble qu'il n'y a pas que les jeunes qui consomment de cette manière-là. Oui, même chez les jeunes adultes, après, qui vont être en école supérieure, dans les études supérieures, où parfois il va y avoir des BDE, donc c'est-à-dire toute une organisation associative où l'alcool est majoritairement favorisé et qui est vraiment, on va dire, le dénominateur commun de la fête chez les jeunes. Oui, et du coup, il y a un des premiers risques. C'est associé à la fête, alcool égale fête. Oui. On peut pas faire la fête sans alcool, visiblement. C'est une vraie question. C'est la question. Mais est-ce que les jeunes sont capables de faire la fête sans alcool ? Les alcooliques anonymes reçoivent de plus en plus de demandes de la part des infirmières de lycée, qui travaillent aussi dans les universités, parce qu'elles sont démunies et qu'elles sentent que les jeunes sont en danger. Voilà, donc sur le site AA France, nous, on reçoit ces messages et puis on essaie de recontacter, de donner un message. On ne fait pas de prévention, mais si on fait appel à nous, on peut parler de ce que c'est que cette maladie, puisque nous, on considère que c'est une maladie. Voilà. Vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a plus de jeunes qu'avant qui boivent de cette manière-là. Je crois qu'il y a toujours eu des groupes de jeunes qui consommaient de manière intense, ponctuellement. Vous connaissez tous, je pense, et c'est un des risques majeurs des consos festives également, c'est la question de la déshydratation. La gueule de bois, ce qu'on appelle la gueule de bois le matin, en fait, l'alcool déshydrate. Il faudrait pouvoir faire rentrer dans les habitudes de consommation festive de s'hydrater avec des boissons hydratantes pendant qu'on consomme. Par exemple. Ouais, ou éventuellement même des sodas, parce que ça a un impact qui peut être assez inquiétant au niveau somatique à plus long terme. On a l'impression de boire, mais en fait non. Enfin, de boire, de s'hydrater plutôt, mais en fait pas du tout. Et non, l'alcool déshydrate. Le foie, pour traiter le produit alcool, a besoin d'eau. On parlait de fêtes, on a aussi des événements culturels, sportifs qui sont associés à la consommation d'alcool, comme les matchs de foot ou encore la Coupe du Monde de rugby qu'on a eu récemment, les festivals de musique. Comment ces événements renforcent-ils la camaraderie et l'esprit d'équipe ? Est-ce qu'on est systématiquement obligé de boire, encore une fois, dans ces moments de rassemblement-là ? Est-ce que c'est que de la camaraderie ou c'est plutôt les possibilités de dérapage et d'agression ? Un prétexte, c'est ça, non ? Oui, ça peut être ça aussi. Hein. La camaraderie, je ne sais pas. Je ne suis pas intimement persuadé que, au vu des actualités récentes, que les alcoolisations dans un stade, au cours d'une activité sportive, soit quelque chose de contributif au niveau de la sécurité. Jean-Paul, certains peuvent avoir une impulsion, des envies folles de boire de l'alcool de manière excessive, puis ensuite plus rien. C'est la dipsomanie. C'est ça, la dipsomanie. Qu'est-ce que c'est ? Ou la méthymanie, ça c'est l'autre nom. C'est lié à l'aspect festif ou pas du tout ? Non, c'est quelque chose de compliqué. C'est la limite entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, quand on parle de binge drinking, donc d'alcoolisation ponctuelle importante, ce sont des gens qui, quelquefois, se disent « Bon, allez, on va faire une fête à tel endroit, on va s'organiser, on va faire ça. » Dans le cas des dipsomanies, la méthylmanie, c'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui est triste, qui est ralenti, qui est pas bien et qui, d'un seul coup, il a envie irrépressible de consommer des liquides. Et la plupart du temps, effectivement, c'est plutôt de l'alcool. Mais c'est pas de l'alcool, je dirais, quelque part classique. Ça peut être du whisky, de la vodka, des alcools forts. Mais ils sont capables, en cas de dipsomanie, donc de consommer de l'eau de Cologne, de consommer
éventuellement tout ce qui peut passer qui contient un petit peu d'alcool. Donc c'est une pathologie a priori à composante psychiatrique, comme beaucoup. Mireille l'a bien dit, c'est une maladie, l'alcool. C'est une maladie. Quand on doit chercher éventuellement donc un dérapage, ou plutôt la genèse d'un dérapage aussi important, il y a vraisemblablement derrière quelque chose sur le plan psychopathologique. Donc la dipsomanie, c'est effectivement une consommation très très importante, mais dans un contexte qui est différent. On peut très bien avoir un dipsomane qui consomme tout seul. C'est une réaction d'angoisse contraphobique avec le premier alcool ou le premier liquide qui passe. La plupart du temps, ce sont des alcools. Et j'insiste bien, c'est pas toujours des alcools, je dirais, qu'on peut acheter de façon facile. On peut trouver de l'eau de Cologne et des produits similaires. Oui, d'accord. Si on parle maintenant des apéros, les apéritifs, c'est une tradition en France bien établie pendant et avant les repas. Comment cette coutume contribue-t-elle à créer une atmosphère festive ? Est-ce qu'on peut faire autrement qu'avec de l'alcool ? On va peut-être demander à Serge... avec comment son il fait expérience. ses apéros, Comment tu fais, Serge oui. Comment tu moi, fais tes apéros? Je Oui. fais mes apéros normales avec mes petits-enfants. Avec, voilà, on dit on fait l'apéro. Ouais, mais On tu boit bois avec quoi cacahuètes, comme, moi je bois du sirop et avec Ouais. de l'eau. Et les jus de fruits, tout ça? Voilà, jus de fruits. Et puis c'est quand autant on- sympa. Et c'est sympa. Et C'est pareil pareil. pour le champagne. Je bois du champagne avec les gamins. Ça, c'est Pas cool, mal, hein. ça. Du coup, tu rajeunis. Ouais, je rajeunis, ouais. C'est ça qui est C'est cool. pas mal, faut voir le côté mais positif. ceci dit, oui, c'est le côté festif du truc. Ouais. Voilà. Après, les apéros, c'est un peu ancré en France, les apéros. c'est Je pense que c'est très, très dans les ancré. hein. mœurs, Emmanuel, oui. Ce qui est quand même, je Mireille. crois, important de dire, à mon avis, c'est que nous, les alcooliques, on a tellement souffert, on a tellement morflé, on a tellement gâché de moments, d'anniversaires, de mariage. On a tellement gâché des moments où il y avait nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, nos parents, que, je veux dire, l'apéritif à côté. Qu'est-ce que c'est ? On achète du jus d'orange, on achète du sirop, on achète de l'eau, on achète des bons Et là, on gâteaux. profite du moment. Et on profite. Eh Et oui. c'est ça l'important. C'est ça. Je pense qu'il faut redonner son importance au partage plus qu'au produit. Oui, il y a un gros développement ce qu'on appelle le marché du soft, avec beaucoup de personnes qui aiment faire la fête, qui souhaitent continuer à faire la fête, mais qui ne veulent plus le faire en consommant de l'alcool. On a tout ce qui est bière sans alcool oui. aujourd'hui, etc. Oui. Ça aide hein, ou... Ah bah Ou- oui, moi je crois que ça aide en tout Alors, cas. moi qui ai fait une cure dans un centre d'alcoolologie il y a 23 ans, ça me paraît être hier, on nous a dit ça peut être un piège parce que vous buvez de la bière sans alcool, un succès d'année, etc. Puis un jour, vous vous dites après tout, Je vais reprendre une finalement, bière. Ouais. finalement j'ai ce goût qui est pas terrible, mais j'ai pas l'effet. Finalement, nous on s'en fout du produit, du goût. Ce qui était important, c'était l'effet, l'ivresse. Et donc, à la limite, il vaut mieux tout changer. Moi, on m'a dit, il y a 23 ans, au centre d'alcoolologie d'Aix-en-Provence, on m'a dit, c'est important de tout changer. Changer toutes tes habitudes. Ouais, et c'est ce donc, que du j'ai coup, fait. Boire complètement autre chose. Exactement. C'est encore ce qui est dit aujourd'hui, en tout cas dans mon établissement. Oui, on ne conseille pas la bière sans alcool qui pourrait en fait donner cette appétence et finalement de se dire Donc c'est prochaine plus fois, une ça sera des solution alcools. pour les jeunes peut-être pour éviter des dérapages. Oui, en tout cas, C'est c'est un un bon marché, moyen d'alterner si on veut faire la fête et pas passer. Parce que c'est compliqué, hein, quand même, les représentations sociales de demander un soda ou un verre d'eau dans un bar quand tous les potes consomment de l'alcool. Je suis pas sûr Ouais, que il y a tout ça, le il y a monde cette soit à histoire l'aise avec d'image. ça. Ouais, Oui, c'est ce qu'on dit. oui, Ouais. l'image. Et du coup, la bière sans alcool, on la verse dans un verre. Ça ressemble à une bière. Ça peut être des cocktails stratégies typés, intéressantes. Virgin Mojito, par exemple. Ça, c'est très Mais- tendance. Voilà, sans alcool. Moi, ça m'arrive régulièrement d'aller faire des apéros et où j'ai pas de soft. Ouais. Je viens avec ma bouteille de Badois. Ah, ok. D'accord. Parce que il y a beaucoup de gens qui consomment. Hmm. Et donc moi quand je viens, je suis là, je dis on me dit mais tu veux rien boire? Non, j'ai pas envie. Mhm. Donc on peut, je pense que C'est bien d'apprendre à dire dire non. J'ai Ah oui. j'ai envie d'autre chose. Il y j'ai a envie plein de d'autre gens. chose. Il y a plein de gens qui ne boivent pas d'alcool, il y en a de plus en plus. Et c'est bien qu'on puisse simplement oser dire non, merci, je ne bois Alors, pas. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui estiment, eux, en gros, que faire la fête, c'est uniquement avec de l'alcool? Est-ce que c'est vrai, ça? Finalement, non. On est en train de dire qu'on peut faire la fête autrement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Difficile de Moi, trouver je les crois mots. que pour leur parler, faut faire avec leur réel. Ouais. Si les jeunes consomment, c'est pas pour rien. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, le monde est un peu inquiétant. Cette jeunesse
aujourd'hui, comment elle va faire avec cette réalité-là. Oui, j'espère qu'ils trouveront d'autres stratégies que de celle de prendre trop de risques avec leur consommation d'alcool. Mais force est de constater que l'alcool est là. C'est très compliqué. La jeunesse aujourd'hui avec l'alcool, on le voit au niveau des alcooliques anonymes, on le voit. Souvent, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui viennent, qui franchissent la porte. Plus qu'avant ? Oui. Ah oui ? Moi, je trouve plus qu'avant. Alors quand tu dis jeune, c'est quel âge ? 25, 30 ? Ouais, c'est 18. Ah oui. On a eu une année, je me rappelle, un congrès, un jeune qui est venu, il avait 18 ans. C'était sa première réunion, c'était au congrès national. Il a fait un témoignage. Pourquoi les jeunes se rapprochent plus tôt des alcooliques anonymes ? Est-ce qu'il y a eu une meilleure communication ou c'est que l'alcool commence peut-être plus tôt ? Non, ouais, je pense que ça commence plus tôt, puis surtout il y a une communication. Aujourd'hui, les alcooliques anonymes, on n'est plus invisibles, on nous entend parler. La preuve, comme ce soir, on vous a invités. Voilà. Puis on entend parler dans NCIS, on en a parlé pas mal de films, on a eu pas mal de films où on a été. Alors il y a au truc, mais voilà. Vas-y. Un homme plutôt jeune qui s'appelle Simon Puech qui a fait une vidéo qui s'appelle « J'ai infiltré les alcooliques anonymes » qui est très bien fait. Donc le public, c'est plutôt des jeunes. Nous avons aussi des permanences 24 heures sur 24. Et pour les personnes qui suivent ces permanences, ce sont des alcooliques. Il y a beaucoup de jeunes, mais c'est pas les jeunes de 18... Enfin, c'est plutôt pas les jeunes de 18 ans. C'est plutôt ce qu'on appelle des jeunes adultes. Des gens qui ont des enfants, des gens qui ont un travail et qui sont en difficulté parce qu'il faut cacher. Donc la permanence, évidemment, c'est une permanence téléphonique. Moi, j'ai beaucoup entendu d'infirmières, j'ai entendu des gens dans le domaine de la justice, des gens qui souffrent et qui sont... Ouais. Le domaine de la santé, c'est très compliqué. Et ils sont très culpabilisés parce qu'ils ont des jeunes enfants qui les ont vus. Ils ne savent pas comment sortir de leur malheur, de leurs difficultés. Et le fait qu'il y ait cette permanence sans se montrer, nous, on les incite à aller en réunion. Voilà, parce que c'est plus efficace d'y aller humainement avec son corps. Quoi. Oui, et je crois qu'aujourd'hui, alors il y a peut-être plusieurs années, on disait il faut que jeunesse se passe et on ne faisait pas trop cas des consommations des jeunes. Aujourd'hui, il y a une offre qui se soucie, une offre de soins qui se soucie du malaise de certains jeunes adolescents. Où il y a par exemple les consultations de jeunes consommateurs qui s'adressent directement au public jeune. S'ils se posent des questions sur leur conso, ils peuvent trouver sur bon nombre des villes et des territoires des consultations jeunes consommateurs. Voilà, donc je pense qu'avant, on s'en occupait pas trop. Il y a 50 ans, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui les jeunes osent parler de leur conso et peut-être des difficultés qu'ils rencontrent. Je pense que c'est aussi dramatique. On voit beaucoup de choses sur la jeunesse aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, dans pas mal de choses, et on les voit boire, on les voit des choses. Donc je pense que moi ça m'inquiète, c'est surtout ça qui m'inquiète. Cette génération, elle m'inquiète. Parce que d'abord, on disait, ils ont 13 ans, ils commencent à boire, ils boivent 6 trucs, ils sont déchirés, et voilà. Donc, et moi, ça m'inquiète de plus en plus. Donc maintenant, est-ce que nous, aux alcooliques anonymes, c'est plus compliqué de faire entrer un enfant ? On peut pas. Il y a un âge quand même, voilà, on peut pas vraiment, mais je pense que aujourd'hui, les mentalités changent par rapport à la jeunesse. Et je pense que, heureusement que les médecins, addictologues, comme notre ami qui est là, et d'autres personnes sont là pour s'en occuper, parce que ça devient dramatique. Je me rappelle d'un pédopsychiatre qui est de Toulon, que tout le monde connaît, Marcel Ruffo, qui parlait justement de ça. Il parlait de ce problème-là. On va détailler tout ça en seconde partie sur la dépendance, les risques et la prise en charge. Oui. Oui, Serge, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est plus que les médecins dictologues. Tous les médecins maintenant sont sensibilisés et on fait ce qu'on appelle en fait des repérages précoces. Et c'est au cours d'une consultation pour une bronchite, pour une maladie intercurrente, pour une prise de sang, qu'on arrive effectivement à poser quelques questions avec un questionnaire tout simple comme le FACE, je pense que vous connaissez. Donc ça permet déjà de solliciter, de stigmatiser, de donner une petite information. Et là, le jeune se dit finalement, mes consommations sont effectivement peut-être importantes. Et je crois que c'est capital, effectivement, que de pouvoir sensibiliser les jeunes relativement, vraiment
précocement pour pouvoir ensuite attaquer le suivi dans un milieu de soins. On a Alice qui nous demande, c'est quoi une consommation modérée, c'est combien de verres ? Alors aujourd'hui, les recommandations de Santé publique France recommandent, si vous êtes en bonne santé, pour une femme comme pour un homme, c'est 2 verres par jour dans la semaine, 2 verres par jour, sauf 2 jours sans consommation. Si vous êtes en bonne santé et que vous consommez de cette manière-là, vous ne prenez pas de risque pour votre santé. Donc on peut consommer du lundi au vendredi 2 verres. Oui. Ok. Oui, ça s'est durci, il me semble, parce qu'avant c'était 1 jour de pause, non ? C'est 2 jours de pause. Alors, Mais Ouais, ça a est-ce changé que- et ça évolue au fur et à mesure. et est-ce que les recommandations sont bonnes, on va dire, voilà. En tout cas, déjà, il faut savoir si on est en bonne santé. Ça, c'est déjà compliqué Ouais, de ça, savoir. c'est de Qu'est-ce que savoir. ça veut dire la Ça bonne veut dire santé quoi, oui. Bonne santé, oui. Et avoir moins de 65 ans, puisque ça a changé. Les nouvelles recommandations de Santé publique France précisent qu'après 65 ans, c'est plus 2 unités, c'est 1 unité alcool. Oh là, d'accord. Non, mais c'est pas draconien. Ouais. Je pense qu'effectivement. En gros, quelque c'est un chose- verre de vin, Ouais. 5 jours maximum dans la semaine. Soit Donc un 5 verre fois, de 5 vin, verres par semaine. soit ouais. 25 centilitres de bière, soit Oui. éventuellement un apéritif, un whisky. Et etc. pas 5 verres le D'affilée. samedi. Et Vaut pas mieux- plus, en une occasion, pas plus de 4 verres. C'est ça. Eh ben dis donc, là on a donné des bons repères. hein. Donc si vous êtes déjà, comme malheureusement beaucoup de monde, je pense, au-dessus de cette norme. Et oui, Alors, Ah ouais. Ces repères, ils sont très intéressants en population générale. Par contre, ils ne parlent pas du tout, voire même pour les personnes qui sont en difficulté avec leur conso, bien sûr, ces Ah bah, personnes-là évidemment, oui. ne peuvent pas. Donc, il ne faut pas non plus... Enfin, Là, on parle d'une population générale. C'est-à-dire que Oui, si en quelqu'un pop boit général. 2 verres de vin 5 jours dans la semaine, mais pas le week-end, bon, voilà, c'est une consommation raisonnée, raisonnable. Il n'y a rien de bizarre. On parlait de consommation abusive. Les jeux d'alcool, c'est souvent associé à des rassemblements festifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces jeux sont si populaires lors des soirées entre amis ? Florine ? Les beer pong, tous ces trucs-là, Oui, il y a tous les jeux bah, d'alcool, c'est une nouvelle tendance tout ça. Je sais pas si c'est nouveau, je n'ai pas assez de recul pour le dire. Je pense que c'est ancien quand même. Mais Jean-Paul, oui, il y a, il y a beaucoup de jeux d'alcool, oui. Donc les bières pong, le piccolo, tout ce C'est genre juste de que choses. maintenant on les voit en vente partout. C'est-à-dire qu'on va dans un supermarché et puis on va voir ça, hop, on va voir le truc, le plateau de jeu, etc. Avec carrément les bouteilles de bière, etc. autour. Par Oui, exemple. mais tout ça, c'est le marketing. C'est le marketing. Mais ouais. Ouais. c'est aussi le jeu. Bah, c'est un très bon moyen, en plus couplé avec l'alcool, de faire un groupe, on va dire, et d'être dans cette atmosphère conviviale et chaleureuse. Vu que l'alcool désinhibe, du coup, oui, ça. Mais oui, et justement, si par exemple un jeune ne consomme pas, c'est une vraie question de s'exclure de ça. C'est très compliqué. Donc peut-être que les autres en savent un peu plus sur les jeux s'ils étaient présents avant, je ne sais pas. On a une question entre-temps de Rémi qui nous dit 4 verres, vous aviez dit par soir. Si c'est une fois dans l'année, est-ce que 6 verres, ça peut être dangereux ? Bien sûr que oui, j'imagine. Oui. en tout cas, il n'y a pas de zéro risque avec l'alcool. C'est ce qu'il faut retenir. Après, la vie, il n'y a pas de zéro risque. Enfin, Donc c'est plus dangereux de boire 10 verres en une soirée que boire 2 verres Oui. dans l'année tous les 5 jours. 10 verres dans une soirée, même si c'est qu'une fois, s'il fait un coma éthylique et Ah bah oui, parce que criminal, du coup, il s'il est sera pas mort habitué, de oui. façon définitive. Donc Ouais, c'est sûr. il ne refera pas la deuxième fois. C'est dans de la route. Ouais, c'est sûr. Donc tout ça autour des jeux d'alcool, donc on l'a dit, bon, ça comporte aussi des risques pour la santé. Comment on peut du coup équilibrer un petit peu ces plaisirs dans ces apéros, ces jeux, avec la responsabilité en matière de consommation d'alcool ? Faut arrêter ce genre de jeu, Florine, ou pas ? Je ne sais pas s'il faut arrêter d'avoir une démarche comme ça auprès des jeunes, mais je pense que le gros travail qu'il y a à faire, c'est une sensibilisation en fait autour des jeux. Pas une banalisation, quoi, parce que là, c'est Voilà. un peu ça. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est en vente, je dis partout, on voit ce genre de trucs, c'est comme les jeux, des jeux d'alcool. et des Oui, jeux de c'est la cartes, première etc. question qu'on pose en Ouais. soirée. On fait quel jeu ce soir ? Oui, tout à fait, mais c'est ça. Et puis, C'est banalisé et aujourd'hui. puis il y a un côté quand même assez dramatique dans ça, c'est que celui qui perd, il boit. Enfin, Ouais, c'est un peu peine. Oui, c'est dur quand même comme jeu. Donc oui, je pense que c'est important de faire de la prévention et se mettre, on va dire, à la hauteur, au niveau des jeunes qui passent aujourd'hui par les réseaux. Et c'est vrai que
il y a beaucoup de consultations jeunes consommateurs qui sont sur des plateformes comme Instagram, Facebook, ce genre de choses pour sensibiliser en tout cas. Mireille, Serge, vos jeux d'alcool, ils ressemblent à quoi? Quelle alternative vous avez trouvé aux jeux d'alcool? Quelle alternative? Ouais. Il n'y a pas d'alternative parce que quand on va dans un mouvement d'anciens buveurs, c'est plein de chaleur, c'est plein de joie, c'est plein de bons moments, c'est plein de spiritualité. Voilà, ça c'est de l'alternative du coup. Et c'est génial, je vous dis franchement, c'est génial. Et les gens qui viennent en réunion pour la première fois, qui se disent « Ah, on a peut-être une solution, on a peut-être trouvé une solution à notre enfer sur Terre, là. » Je vous assure qu'il n'y a pas besoin de remplacer par. Voilà. On ne remplace par rien, on vit, c'est tout. On vit, enfin. Voilà. Oui, et peut-être juste quand même, pour pas faire peur à tout le monde, la majorité des jeunes retrouveront une consommation à l'âge adulte beaucoup plus modérée. Et, raisonnable. Oui. Responsable, raisonné. Ok. Je parle bien sûr des personnes alcooliques. On se retrouve dans quelques secondes et on va dériver sur la partie dépendance et risques. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Faut qu'on en parle, seconde partie. L'impact de la consommation excessive d'alcool ne se limite pas à la dépendance. Il y a des répercussions directes sur notre santé globale. Alors comment ne pas tomber dans la surconsommation? Nous allons maintenant aborder toutes nos questions avec nos invités en plateau. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, quels sont les risques de décès liés à l'alcool? 23,6% des personnes âgées de 18 à 75 ans dépassaient les repères de consommation en matière d'alcool. Chaque année, on recense environ 41 000 décès attribuables à l'alcool en France, comprenant donc 30 000 chez les hommes et 11 000 chez les femmes. Parmi ces décès liés à l'alcool, on dénombre 16 000 décès dus au cancer et 9 900 décès dus à des maladies cardiovasculaires. Et en termes de dépendance, ça donne quoi? L'alcoolodépendance est une addiction à l'alcool qui a des conséquences néfastes sur la santé, la vie sociale et la vie affective. En France, il y a environ 1 500 000 personnes qui sont alcoolodépendantes, luttant contre une addiction sévère à l'alcool. En parallèle, c'est 2,5 millions de personnes en France qui ont une consommation à risque d'alcool, ce qui signifie qu'elles consomment de l'alcool à des hauts niveaux, qui présentent donc un risque pour la santé. Mais elles parviennent encore aujourd'hui à contrôler leur addiction jusqu'à un certain point. Et pour continuer ce débat, voici quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP et sur notre répondeur le 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Bastien de Marseille qui nous a laissé ça sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. L'alcool, c'est dangereux. On tombe dedans sans s'en rendre compte. On commence par boire le week-end, puis on sort la semaine, puis on boit tout le temps, puis on finit par être en manque et on boit tout seul chez soi. Il faut vraiment faire attention. Tiffaine de Tours, j'ai été élevée par des alcooliques et l'alcool ravage. Si la moitié des gens avaient conscience de l'état dans lequel ça met, ils ne boiraient sans doute jamais, j'en suis sûre. On en rigole souvent, on traite souvent ses amis d'alcooliques, comme ça, voilà, dans une soirée, t'es un alcoolique, etc. Mais c'est un réel et dangereux problème. Quelle est la consommation exacte d'un alcoolique? À partir de quand peut-on considérer que nous sommes dépendants? Jean-Paul? Dépendance, à partir du moment où on perd le contrôle. Donc il n'y a pas une notion, il n'y a pas à partir de 1 litre, 2 litres, 3 litres de vin, non. C'est à partir du moment où on perd le contrôle. Pour moi, c'est pas ça, c'est la perte de contrôle en fait. C'est à partir du moment où l'alcool devient omniprésent dans l'esprit, on peut plus s'en passer. On peut plus s'en passer. Ça prend le pas sur les amis, ça prend le pas sur le social, ça prend le pas sur la famille. On a envie que d'une seule chose, effectivement, c'est de courir après le magasin pour récupérer son cubi, etc. Donc voilà, une perte de contrôle. Et quand on voit si on devait revenir sur les symptômes en fait de dépendance qui montrent la dépendance. Les psychiatres américains qui ont sorti un DSM, en fait un manuel qui s'appelle le DSM-5, sur lequel on a certains éléments qui sont caractéristiques en fait des problèmes de dépendance. Je parle de la perte de contrôle, effectivement, et des troubles de comportement, mais quelqu'un qui va commencer à boire va avoir un phénomène dit de tolérance et qui va être obligé de consommer de plus en plus pour avoir à peu près le même effet. Prenons l'exemple d'une personne qui consomme le soir après le travail parce qu'il a eu une journée très difficile, il va consommer un petit peu d'alcool. On va dire qu'il va prendre un verre de whisky. Avec la tolérance, l'apaisement qu'il aura très rapidement va s'amenuiser. Et on aura cette dysphorie, ce sentiment de mal-être qui va augmenter et qui sera jugulé uniquement par une augmentation en fait des consommations. Donc la tolérance, c'est l'augmentation progressive des consommations
pour que les gens puissent retrouver un apaisement similaire. Ensuite, on a les signes de sevrage. Le jour où je ne peux pas consommer, ça ne va pas. J'ai les mains qui tremblent, j'ai des sueurs, je suis très très mal. Et il me faut en fait le produit pour pouvoir abolir ce mal-être dû au sevrage. Ensuite, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui se retrouvent avec un temps qui est occupé exclusivement à s'occuper du produit, qui se coupent sur le plan social, qui ne s'occupent plus de leur famille. Ouais, qui sont omnubilés par ça, Voilà, en fait. c'est ça. Ouais, là, on est vraiment à un stade... Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une quantité, mais à partir du moment où vous avez un phénomène de tolérance, un phénomène de sevrage, vous avez effectivement une perte de contrôle qui, pour moi, est l'élément qui est essentiel, une grosse dévalorisation. Pour moi, voilà, on arrive sur le profil type en fait des gens qui sont addicts et en dépendance. On quantifie pas parce que c'est propre à chacun. On peut être dépendant à 2 verres, par exemple. Tout dépend Là, on parle d'alcool effectivement, mais pour moi, et je suis pas le seul à penser ça, c'est pas tellement l'alcool qui est le problème, c'est pourquoi on boit. Pourquoi on boit. Et à partir du moment où vous avez quelqu'un qui va prendre 2 verres le soir et qui se dit, je sais pas pourquoi, vous savez, docteur, j'ai la petite musique qui se déclenche ce soir quand je vais rentrer. Là, il faut se poser la question. Parce qu'avec le phénomène de tolérance, ça va être 2 verres, 3 verres. Ouais, puis 3, 4, etc. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. C'est surtout pourquoi on est tombé dans ce piège-là. Alors, on a beaucoup d'auditeurs qui ont réagi sur ce point-là, sur notre répondeur avant et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Des gens qui rentrent le soir, effectivement, puis ils ont envie de se boire une petite bière. Voilà, ils ont envie tous les soirs. Voilà. Puis ça s'arrête juste là. Et ils se demandent si, effectivement, ils sont pas alcooliques ou pas. Ils peuvent pas se passer de cette petite bière du soir en rentrant. Les recommandations, s'il y en a 5 soirs par semaine. C'est presque un manque en fait. On a eu des gens qui nous ont laissé ce type de message. J'ai besoin, ils ont besoin. Mais il y a des habitudes en tout cas. On prend des habitudes, mais comme on peut en prendre d'autres. Des mauvaises habitudes. Mais pour autant, c'est vrai que ça commence comme ça, malheureusement. Hein. Oui. Mais par qu'est-ce que quelque ça chose qui masque est assez banal. Ouais. Qu'est-ce que ça masque? Pourquoi? Pourquoi pourquoi on a besoin de prendre cette petite bière le soir en rentrant? C'est compliqué d'expliquer ça. Parce que j'imagine. Dans les permanences, quand moi je reçois des gens qui m'appellent en permanence et qui me disent ouais, mais je bois une bière tous les soirs, puis là j'en bois un petit peu plus, et puis le week-end j'en bois 6 ou 5, ou 7 ou 8. Mais pourquoi j'en suis arrivé là? Et là, on essaie parce que vous êtes alcoolique. Et là, vous êtes là. Mais elle me dit, mais je sais pas, ça m'était pas arrivé. Je comprends pas pourquoi ça on arrive là. Moi, c'est ce qu'on se racontait tout à l'heure. Pardon, les faits. Quand on rentre le soir et qu'on a une grosse journée de boulot dans les pattes et qu'on a besoin de se détendre, comme l'alcool est très efficace, l'habitude peut venir. Par contre, soyons prudents. Toutes les personnes qui consomment ne vont pas devenir... Alors, on dit dépendante, alcoolodépendante. Sur les 41 000 décès par an, 60% des personnes qui décèdent de causes attribuables à l'alcool ne sont pas alcoolodépendantes. Il faut regarder les choses un peu en finesse pour pouvoir faire des bonnes recommandations. Quelqu'un qui boit une bière le soir en rentrant du boulot et que ça s'arrête là, je suis pas... ça évolue pas depuis des années. Oui, on a des gens qui disent je fais ça tous les soirs depuis des années. Je suis pas sûr qu'il faille tirer la sonnette d'alarme. Par contre, après, tout dépend. Qu'est-ce que la personne cherche dans ce recours à l'alcool? Et ça, c'est important qu'on puisse se poser la question et qu'une personne puisse trouver... mal au boulot ou autre, par exemple. Ouais, mais c'est souvent... trouver la cause, en fait. Je pense que c'est souvent un problème d'émotion. Oui, le stress. Le stress, c'est souvent... nous, on le dit en Alcooliques Anonymes, on parle des émotions. Et c'est ça qui nous emmène, en tout cas pour moi, c'est ce qui m'a emmené à boire, ce sont mes émotions. Négatives ou positives, dans les deux sens. Et des fois, pour cacher ce truc-là, la petite voix qui vient nous dire des choses qui nous fait monter les émotions, on boit pour dire on va la faire taire. Souvent, on a entendu ça dans les groupes, la petite voix qui me parlait, là, allez, viens, on en boit un autre, viens. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une émotion. Et je pense que ces gens-là, en fin de journée, il y a plein de personnes, je pense, en France, dans le monde entier, qui, pour se soulager, vont boire un verre et vont se dire... on va décompresser. On va décompresser. Voilà. Comment on fait pour parler de ce sujet qui est quand même assez sensible, stigmatisant, aux gens autour de nous, en fait, pour leur faire prendre conscience, peut-être, Emmanuel? Oui, et qui est surtout un tabou. En France aujourd'hui, on ne parle pas de sa consommation d'alcool et du lien, parce que d'abord c'est quelque chose de très intime.
On le voit dans les familles, hein. Des fois, on n'ose pas le dire à sa propre famille. Oui, alors que tout le monde a dans son entourage ou a connu dans son histoire des personnes qui ont pu rencontrer des difficultés avec leur conso. Par contre, on n'en parle pas. Effectivement, c'est absolument honteux. Oui, c'est la maladie honteuse. Voilà. Je dirais encore plus pour les femmes, mais je pense que pour les hommes aussi. Alors c'est la comment faire maladie pour de que ce la soit honte. pas comment faire pour que ce soit plus justement C'est- J'en ai plus c'est- honte. C'est compliqué. Il faut changer les mœurs. C'est pour ça que c'est important ces émissions parce Oui, parce qu'on est là pour voilà, on est devant vous, on se cache pas et ça prendra peut-être moins de temps pour qu'un jour une femme par exemple vienne demander de l'aide dans un centre d'addictologie parce que souvent elles attendent C'est ça. les vacances. Mireille, vous avez tout à fait raison. Vous savez, docteur, je suis passé 15 fois devant la porte, mais je pensais qu'on allait me dire, qu'on allait me juger, qu'on allait me dire quoi Oui, faire. c'est ça en fait, c'est un frein en fait pour beaucoup de personnes. Oui. Sinon, on fait des soirées, puis on se rend compte qu'en discutant, on a quelqu'un qui dit « Ah oui, mais moi, je connais quelqu'un qui… » À partir du moment où le discours est bienveillant, où on se rend compte on explique que c'est une maladie. À partir du moment où on explique que c'est quelquefois une compensation par rapport à des choses graves sur lesquelles les gens peuvent revenir, ça peut être un décès, un divorce, etc. Et puis un peu comme l'a souligné Serge, oui, cette émotion négative, je pense que le changement de paradigme, il peut se faire. C'est qu'à ce moment-là, à partir du moment où on a compris que c'est une maladie, il y a des aides potentielles, on ne va pas vous juger, c'est une maladie qui n'est pas une maladie honteuse, c'est une maladie comme une autre, à ce moment-là, on pourra avoir un gain. Mais oui, Mireille, je suis d'accord, c'est pas encore. Hein. Beaucoup de chemin à faire encore. Oui, et puis même chez les abstinents, moi, en tout cas, certains de mes patients me disent comme c'est difficile de dire aux autres qu'ils sont abstinents, parce que finalement, eh bien, ça pose question d'être abstinent. Ça pose question, les proches demandent, mais pourquoi finalement tu bois pas un verre, et eux se sentent assez mal à l'aise. Oui, mais parce qu'on en revient à la culture finalement. C'est culturel, c'est ancré dans les mœurs. En fait, Aujourd'hui, c'est plus en gros, normal en France, de faut boire. En gros, c'est ça. T'as l'impression. On te c'est demandera rarement pourquoi Oui, mais- tu bois autant. Oui, mais regarde, à Et on l'époque, s'inquiétera. c'était pareil avec la cigarette. Si tu fumais pas à l'époque, maintenant c'est l'inverse. On regarde les fumeurs, voilà, comme des gens à part. Et ben, pourquoi on n'en arrive pas là avec l'alcool encore? Je crois que Eh ben parce qu'aujourd'hui, on attend que les personnes attendent avant de recourir aux soins ou avant d'en parler, que les choses se soient vraiment aggravées. Il y a un tabou à l'œuvre qui fait qu'on ne peut pas confier sa consommation. L'approche réduction déjà des trop risques tard, en alcool. fait. Oui, c'est déjà trop. Oui. Enfin, C'est la assez personne s'est tard, on va fait très dire. mal. Oui. Et l'enjeu, c'est d'intervenir de manière beaucoup plus précoce. Et l'approche réduction des risques alcool, qui est une nouvelle offre de soins, postule qu'il va falloir, et c'est en regardant justement tous les risques, il n'y a plus seulement le risque de dépendance. Alors ça, il faudrait un peu refaire l'histoire, mais l'offre de soins s'est construite du côté médical, et heureusement, sauf que du coup, les médecins, à juste titre, ils ont fait des propositions de soins pour soigner une cirrhose du foie, soigner une alcoolodépendance. Du coup, ils proposaient aux patients d'arrêter l'alcool parce que c'était le produit toxique qui venait attaquer le somatique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a d'autres risques qui sont pris et qu'il ne faut plus attendre d'avoir des impacts somatiques pour pouvoir recourir aux soins. On peut trouver une offre de soins qui va intervenir sur c'est sur la dimension professionnelle. Je suis trop stressé, mon boulot me va plus, je suis en train de prendre des risques avec ma conso. Je souhaite trouver un interlocuteur pour réaménager mon contexte de vie. Parce que souvent, c'est ce qu'on vit qui génère une consommation particulière. Et c'est là où souvent ils nous appellent à nous. Ben, Ça arrive c'est vrai souvent. Ça arrive souvent. C'est vrai qu'ils qu'on nous a, appellent. on a tenté de prendre contact avec la médecine du travail, par exemple, pour dire, voilà, il y a des possibilités que peut-être qui viennent vous parler et puis qu'ils ne soient pas stigmatisés, les gens. Parce que nous, on estime, les alcooliques anonymes, que c'est une méthode qui marche. Donc, ça nous fait quand même mal qu'il y ait tellement de souffrance au travail, par exemple, et puis d'accidents. Et voilà, et on essaye aussi de contacter le maximum de partenaires. Nous, on est ouvert à tout. Et même si on garde notre spécificité, parce que c'est vrai que quand on est alcoolique, les alcooliques anonymes pensent qu'on ne peut pas boire, tout simplement. 0 alcool, et ça fait 23 ans que j'ai pas pris une goutte d'alcool. Mais on entend bien qu'il y a un autre langage et on le respecte. Et chacun a sa partie, chacun a sa façon de voir les choses. Et on aimerait vraiment travailler en partenariat. Et ça, c'est, je pense, le plus efficace, de toute façon, parce que chacun a son petit bout du problème, quoi.
concrètement, si on a un proche qu'on sent dans le début, comment on agit avec lui, comment lui parler, comment lui faire prendre conscience? Si c'est dans la famille en plus, par exemple, un proche très très proche, C'est très compliqué. comment on fait? C'est Ouais. très Alors- difficile. Très difficile. Un alcoolique n'arrête pas de boire s'il ne le décide pas. Exactement. Pire que ça, on va lui dire, il va dire oui, mais non, mais pas de problème. Non, c'est il ça va nier en bloc. Oui, il va dire non, je suis pas Il du tout va nier en bloc. alcoolique, Non, je suis pas alcoolique, je bois normalement. Il va peut-être même ça- boire plus. Oui, Ah oui. il va- Voilà. Bah Inciter, oui, parce ouais. que souvent la personne elle a très peur d'être stigmatisée, d'être rejetée et qu'on lui dise qu'elle est entre guillemets plus bonne à rien. Je crois qu'il faut en parler de l'alcool. Et on peut en parler de manière très simple et très bienveillante. Et on peut dire à une personne, je m'inquiète un petit peu pour toi, j'ai l'impression que tu consommes un peu plus en ce moment. Comment je peux être auprès de toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que on pourrait réfléchir ensemble à cet alcool et la manière dont tu as de consommer en ce moment? Mais si le discours est fermé, comment on agit? Alors, pardon, nous, je sais que quand on en parle de cette manière-là, personne n'est fermé. Ok. En fait, les gens sont tout seuls avec cette question-là. Ils sont très isolés, ils n'en parlent à personne. S'il n'y a pas de jugement et s'il n'y a pas de... si on dit pas à la personne, il va falloir que tu arrêtes parce que là, tu bois trop, et ben le dialogue s'ouvre. Il peut s'ouvrir et il peut se fermer. Dans mes consultations, la plupart du temps, j'ai effectivement un exemple, c'est une dame qui est désespérée, qui m'amène son mari en me disant « Il boit, j'en peux plus, je suis déprimé, etc. » Et quand j'en parle avec le patient, je regarde, je dis « Mais vous consommez, pour vous, quelle est votre consommation ?»« Non, c'est pas un problème, moi je bois comme tout le monde. » Et à ce moment-là, il faut que ce soit moi qui trouve en fait les éléments. On fait ce qu'on appelle une phrase précontemplative, c'est la lune de miel. Dans cette lune de miel, on ne peut pas travailler, c'est pas possible. L'alcool a encore un gain qui est entre guillemets toujours positif. Après, à mon niveau, si la personne arrive à accrocher, je parle du patient, sans son épouse, je vais lui envoyer quelques torpilles pour dire comment se passe au travail, si éventuellement il a toujours des amis, s'il y a des rapports sexuels avec son épouse qui continuent, etc. Et à un moment, la troisième phase en fait de ce cycle qui s'appelle le cycle de Porojka-Clement, le cycle en fait de la motivation, on se rend compte qu'à un moment, le patient dit écoutez, j'en peux plus, on m'a envoyé des éléments que je n'arrivais pas à analyser moi-même, j'accepte effectivement de m'accepter comme je suis, à savoir malade, à savoir déprimé, et je demande que vous fassiez quelque chose. Quatrième phase, c'est une phase d'action. Ça peut être éventuellement une clinique, ça peut être éventuellement une consultation, une prise en charge chez Alcooliques Anonymes. Et on peut avoir une rémission qui peut durer assez longtemps. Et la sixième étape, en fait, de ce cycle, c'est malheureusement, entre guillemets, ou heureusement, c'est la rechute, et on recommence de l'autre côté. Et on découvre que les gens, effectivement, ont des problèmes émotionnels, ont des problèmes de vécu, ont des problèmes de fragilité, qui sont des éléments sur lesquels on peut travailler à ce moment-là. Mais de prime abord, c'est vrai que c'est très difficile. Moi, j'essaie effectivement, la plupart du temps, quand je connais quelqu'un, de dire parle-en directement à ton étayant, ça peut être son épouse, son mari, pour qu'on puisse travailler ensemble, au moins trois. Que la personne ne soit pas toute seule. Mais c'est difficile. Mais quand dans les familles, les deux sont dans le même cas, par exemple, on peut en parler entre eux. Comment les aider? Pas simple. Serge? C'est pas simple, non. C'est très compliqué. On n'a pas dit que c'était simple, c'est sûr. C'est très compliqué. Je pense que déjà d'avoir le courage de franchir une porte pour aller se faire soigner. Quel que soit, que ce soit nous les alcooliques anonymes ou l'hôpital ou pour aller à un sevrage ou ainsi de suite. Un peu plus tard, vous allez tous nous expliquer un petit peu comment on prend en charge. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Et puis alors quand il y a les deux qui sont comme ça, en général c'est destructeur. C'est très très destructeur. Parce que un va dire ouais mais tu bois plus que moi. Ouais. Ça va être un concours. C'est un concours. Puis en fait il n'y a pas de. Et ça s'arrête jamais. Facilement, ouais. Ça s'arrête. On a eu des amis où c'était un couple comme ça. Moi j'ai des amis qui sont aujourd'hui en alcoolique anonyme et c'était un couple comme ça. Oui, Voilà. et puis comme compliqué. tous les couples qui traversent, on va dire, des difficultés ou un traumatisme, chacun avance à sa vitesse. C'est très rare que les deux cheminent en même temps parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas les mêmes capacités. Peut-être que s'il y en a un qui commence une démarche, ça va aller très vite et que pour l'autre, ça va être beaucoup plus long, en tout cas, comme prise de conscience, comme ressource pour agir. Donc, c'est très compliqué, en effet. Chacun s'arrête pour lui-même. C'est très compliqué pour un couple, en tout cas, oui. Et souvent ça passe par les enfants. C'est assez marrant parce que souvent ça passe par les gosses. Ah oui. Ça passe C'est par les gosses qui font le déclencheur. Ouais, Pour dire bon, faut peut-être. Ça passe par un déclic souvent. Ça passe par un déclic. Ça les passe enfants. par
quelque chose qu'on ne faisait pas avant, puis tout d'un coup, avec l'alcool, À un moment donné, ça peut être aussi un vrai problème de dépassé santé, un barrière, problème cardiaque, par un exemple. problème de Et là, On parle santé depuis le début, mais on n'a pas parlé d'argent. Boire, ça coûte cher. Les répercussions financières sont importantes. Comment on peut aider les personnes en rétablissement à surmonter tous ces défis financiers ? Je sais pas qui veut se lancer. Ça, j'ai envie de dire, c'est aussi le gros travail de l'assistante sociale, de trouver, pour ceux quand ils sont sans domicile fixe, de leur trouver un foyer. Mais le foyer, c'est très compliqué parce que c'est des milieux où, on peut dire comme ça, beaucoup consomment et que les travailleurs sociaux sont parfois démunis en fait face aux consommations. Donc en fait, la précarité n'arrange pas du tout. Ça, c'est un gros facteur de vulnérabilité, en tout cas, pour ces prises en charge. Alors après, ce qui est aussi la réalité, c'est que l'alcool, c'est très accessible financièrement. Oui. Et ça, c'est également un paramètre qui favorise un oui, mais quand recours à on en l'alcool. consomme beaucoup, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Oui, mais les gens font en fonction des moyens qu'ils ont. Il y a des alcools très change coûteux. d'alcool. Quand il est trop cher, on en passe à un Bah moins oui, cher. à un moins cher. On s'adapte. Oui. Tant qu'il y a la dose d'alcool dedans, oui, après que Exactement. Donc c'est ça, oui. Ça peut aller jusqu'à l'eau de toilette. Oui, ou les gels hydroalcooliques. Mais là, on arrive vraiment, ouais. Même l'éther. Oui. Oui, avant il y avait de l'alcool à 90, maintenant c'est plus le cas, je crois, ça se vend plus. Non. Et c'est pour il me semble que c'est pour ces raisons-là. Oui, si l'alcool à 70 est dénaturé, c'est fait pour, oui, effectivement. C'est fait pour, parce qu'avant on pouvait trouver pendant de l'alcool à 90. Pendant le Covid, dans les cliniques, ça a été un vrai débat, un vrai combat pour enlever les gels hydroalcooliques par peur que les personnes consomment des gels hydroalcooliques. C'est dingue. Ça a été, c'est une gymnastique à avoir au niveau de l'organisation, oui. Donc oui, il faut pas oublier que quand même l'alcool reste un produit, en tout cas psychoactif, très peu cher par rapport aux autres, on va dire, aux autres produits sur le marché. C'est quand même rien à voir. Très accessible, il y en a partout, quoi. Oui, voilà. On peut en trouver. Mais ça coûte cher. Oui, après les gens font des choix. C'est comme des fumeurs. Vous aménagez votre budget en fonction des choses qui sont importantes pour vous. Mais le budget si de l'alcool devient important, une place très importante dans un budget. Oui, et parfois des personnes du coup ne s'alimentent pas correctement parce que c'est ce qui est important, c'est la consommation d'alcool. L'enjeu, c'est de pouvoir rééquilibrer tout ça. L'approche réduction des risques part de la réalité des consos et regarde le contexte de vie et toutes les dimensions de la vie des personnes. L'enjeu, c'est de rééquilibrer ça, que l'alcool prenne un peu moins de place et de remettre des activités, de l'alimentation. Alors là, je parle pour les personnes qui sont les plus en difficulté, mais de pouvoir réorganiser, réaménager sa vie autrement. Vous parliez des émotions, de trouver un intervenant, un soignant qui pourra accompagner la personne à apprivoiser autrement ses émotions, parce que quand on apprivoise autrement ses émotions, l'alcool prend un peu moins de place. L'enjeu, c'est vraiment ça. Souvent, on s'en prend à l'alcool et on veut enlever l'alcool d'abord. Souvent, ça marche pas très bien. C'est comme si une personne qui avait une jambe cassée, elle avait une béquille et on lui enlevait la béquille. Nous, ce qu'on postule en réduction des risques alcool, c'est que d'abord, on va réparer la jambe. La personne, elle a recours à l'alcool parce que oui, il y a des souffrances, il y a peut-être dans cette vie des événements traumatiques qui ont eu lieu, il n'y a que l'alcool qui apaise. Donc, on va réentourer la personne en fonction de tous les besoins qu'elle a. Et ce qu'on constate, nous, quand on accompagne de cette manière-là, c'est que petit à petit, l'alcool, il disparaît. Et les personnes ne sont pas en lutte avec leur consommation. Petit à petit, parce qu'on améliore les choses pour des personnes alcoolodépendantes, l'alcool, petit à petit, prend moins de place, voire disparaît. On se retrouve... Oui, Jean-Paul. Je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel. C'est pratiquement la mission d'un centre de soins et d'accompagnement en addictologie. Prendre un patient pour voir uniquement le problème d'alcool, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est pas la solution idéale. Il faut qu'il soit stabilisé sur le plan social, il faut qu'il ait des ressources, il faut qu'il ait une domiciliation pour les sans domicile fixe, il faut un soutien au niveau social, un niveau psychologique, parce que très souvent on a des comorbidités qui correspondent en fait à des maltraitances, à des viols, à des épisodes de vie qui sont très très difficiles et qui ne sont pas mis en exergue de prime abord. Mais tout notre travail effectivement, c'est de travailler comme ça en transdisciplinaire pour pouvoir donner un toit, une sécurité,
de l'argent, et après on peut travailler effectivement sur le plan thérapeutique, et pas uniquement avec mes médicaments, mais aussi sur le plan des On va y venir après. thérapeutiques cognitivo-comportementales, par exemple. On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Vous êtes bien dans Faut qu'on en parle sur votre radio et donc nous avons avec nous Emmanuel qui est responsable du développement des pratiques de réduction des risques alcool au sein de Santé Alcool. Nous venons donc de parler des dépendances entre autres. On va parler des risques un peu plus en détail, en particulier du risque alcool. Donc Emmanuel, tu en as parlé. Est-ce que tu peux le définir un petit peu plus précisément ? Alors, nous, on parle surtout de la réduction des risques liés à la consommation d'alcool et on ne fait pas un focus justement sur le produit alcool. Par contre, on va regarder les risques. C'est quoi les risques ? Eh ben, tous les risques que les personnes prennent dans leur vie liés à leur conso. Je pense à des difficultés, j'en sais rien, mais qui peuvent être parentales. Je peux rencontrer des difficultés en tant que parent. Ma conso peut parfois m'empêcher de faire des choses. Ça peut être des difficultés professionnelles, ça peut être des difficultés familiales, relationnelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Aidez-moi autour de la table. Mais non, il y en a une multiplicité. Financière. Pour les jeunes, c'est avoir des rapports sexuels non consentis parce qu'on n'est plus en capacité de dire non, de prendre sa voiture et de la prendre en état d'ivresse. Les actes criminels qui sont aussi maintenant liés à l'effet de l'alcool. Oui, il peut y avoir des passages à l'acte violent. Qui peuvent être... Alors, on sait aujourd'hui... violence conjugale, etc. Oui, on sait que l'alcool est présent dans 30% des actes. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même 60% de ces passages à l'acte violent qui ne sont pas sous l'emprise de l'alcool. Des fois, les représentations peuvent aller un peu vite. Voilà, des difficultés financières. Enfin, et l'enjeu, c'est de pouvoir repérer ces risques pour pouvoir mettre en place... des solutions, chercher des solutions concrètes. La réduction des risques, c'est très pragmatique. On regarde les risques et on trouve des solutions. Effectivement. Donc, quelle est l'approche de Santé Alcool et en quoi c'est novateur quand même en France ? Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Vous êtes peut-être les seuls chez Santé Alcool, non ? Oui. La réduction des risques était très efficiente pour les produits illicites, les drogues, sauf qu'elle n'avait jamais été appliquée à la consommation d'alcool. Aujourd'hui, de manière un peu standard, quand une personne se présente dans l'offre de soins, on lui dit que la solution, c'est plutôt l'arrêt de sa consommation. Que si elle a une difficulté avec sa conso, il va falloir qu'elle arrête. Et du coup, il y a toute une offre de soins adaptée si on veut arrêter. Nous, on a constaté que cette offre-là, standard, ne marche pas pour tout le monde. Et du coup, on propose aux gens de ne pas toucher à leurs habitudes de consommation au début de l'offre d'accompagnement qu'on propose, et petit à petit, on va réentourer les personnes. On disait un des risques majeurs pour les consommateurs d'alcool, c'est l'isolement. L'autre, c'est le sentiment de fatalité. Les personnes sont persuadées qu'il n'y a pas d'issue et qu'elles sont foutues. Un sentiment de honte très fort. Souvent, déjà, il faut agir et trouver des solutions sur ces 3 risques-là. Donc, les risques sont multiples. Je ne peux pas tous vous les... Est-ce qu'il est bon d'arrêter l'alcool du jour au lendemain ? Est-ce que c'est risqué et comment ça peut fonctionner ? Et oui, pour une personne qui a des habitudes quotidiennes de consommation sur un long parcours de conso, c'est le risque majeur. Le manque d'alcool, on peut mourir du manque d'alcool. L'alcool, c'est le seul produit actif dont le manque peut malheureusement entraîner la mort. Mais Jean-Paul a dit, oui. On peut en mourir carrément. Oui. Le sevrage, moi je le dis toujours aux patients. S'il est brutal du jour au lendemain comme ça, voilà. Imaginez quelqu'un qui est dans l'Arrière-Pays Varois, qui a sa voiture et qui se dit tiens, aujourd'hui je vais passer chez Super U pour récupérer. Oh, je fais pas de la pub, je m'excuse. Oui, Super U, Carrefour, qui va récupérer son cubide rouge. Le problème, c'est que quand il va tourner la clé de contact, ça va pas marcher. Il va faire une crise d'épilepsie, un délirium très mince, voire même mourir. Moi, je leur dis toujours aux patients, c'est qu'ils ont très souvent les velléités. Ah, je suis entouré, finalement ça va mieux avec les assistantes sociales, etc. C'est docteur, je crois que je vais arrêter. Je dis non, surtout n'arrêtez pas. Si vous voulez faire un sauvage, on le fait de façon cohérente, dans des conditions optimales.
Et le problème, c'est qu'on a très souvent des patients, effectivement, qui malheureusement font des sevrages sauvages, comme je dis, et on les retrouve, ils ne meurent pas tous, mais c'est quelque chose d'épouvantable. Le sevrage alcool, le sevrage sauvage... Ça se fait pas du jour au lendemain. Non, pas du jour au lendemain. Vous avez des chiffres dangereux. sur le nombre de mortalités que ça a pu causer? J'en ai pas en tête. Non, mais par contre, et ça c'est lié, hein, tout le monde pense que la solution c'est l'arrêt. Donc l'entourage de manière... oui, alors toi Emmanuel, tu prônes pas spécialement l'arrêt total, mais une réduction en tout cas. Une réduction des risques, Oui, pas forcément en pour réduire première les risques. intention, une réduction des quantités consommées. Mhm. Non, je voulais mettre en garde peut-être ou informer nos auditeurs. Souvent, ça part d'un bon principe de dire à une personne, il faut que tu arrêtes de boire. Sauf qu'en réalité, ça produit des choses beaucoup plus délétères. Oui, il faut être accompagné si on souhaite arrêter de consommer. Il y a des traitements, hein, des benzodiazépines ou qui peuvent réduire le risque du manque d'alcool. Donc, il faut surtout pas arrêter tout seul. J'ai pas les chiffres, je suis désolée, je sais pas combien de personnes. C'est une question aussi qui est beaucoup revenue. Est-ce que le foie se régénère après l'arrêt de l'alcool? Oui, bien sûr. On a très souvent une pathologie, une anomalie qu'on appelle la stéatose. La stéatose qui n'est pas toujours alcoolique d'ailleurs. On peut voir ça aussi dans un cas qu'on appelle le NASH. Mais la stéatose qui est un signe de souffrance hépatique régresse à partir du moment où il y a une baisse des consommations. Alors justement, oui, mais j'allais vous interroger du côté des AA. C'est très important, c'est que jamais on ne dit tu dois arrêter de boire, jamais. Et comment dire On suggère. en fait, c'est ce que j'allais vous demander après. Est-ce que c'était dur d'arrêter de boire? Il y a un principe essentiel, c'est le un jour à la fois. Si quelqu'un vient librement parce qu'il a constaté qu'il était malheureux dans sa vie, qui tape à la porte d'une réunion alcoolique anonyme, on va jamais lui dire tu es un alcoolique et tu vas arrêter de boire. Surtout pas. En fait, c'est lui, s'il le souhaite, qui peut déjà se faire accompagner de toute façon. Hein, ça c'est important s'il sent qu'il en a besoin et qu'il a eu une consultation avec l'addictologue, par exemple. Et comment dire, moi, si on m'avait dit, j'ai pensé même un jour, je vais plus jamais boire. Et c'est devenu tellement insupportable. Et en fait, j'ai lu un des livres qu'on a qui s'appelle Vivre sans alcool. Et j'ai vu qu'en fait, on s'occupait que d'un jour à la fois. Et ça règle tellement les choses. Je m'occupe que d'une heure à la fois ou d'une demi-journée à la fois. Et comme ça, j'ai réussi. Voilà. Nous avons beaucoup de livres qui peuvent nous aider et soutenir les alcooliques qui ont ce projet soit de limiter, et soit, c'est encore peut-être mieux, d'en sortir complètement. Voilà, arrêter complètement. Ne pas prendre ce premier verre. Serge, est-ce que c'était dur d'arrêter l'alcool, du coup? Forcément, oui. Pour mon cas, non. Ah, ok. Et pour moi, je suis un peu spécial. C'est un truc... entre guillemets, je suis un peu spécial. Je suis un cas à part. Je sais pas pourquoi. T'as eu un déclic, toi, c'est du jour au lendemain? Non. Non, voilà, ça a été progressif. Non, ça a été radical. D'accord. Parce qu'il y a eu un problème, ça a été très compliqué. J'ai fait une TS. J'étais en train de faire une TS et c'est mon fils qui a enlevé l'outil avec quoi j'étais en train de me faire une TS. D'accord. Ok. Et du coup, ça a été radical. Donc, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas. Je sais que le lendemain, j'avais plus de voix, comme si j'avais pris un coup de massue sur la tête. J'ai rien compris. Et je me rappellerai toujours, je suis allé à l'hôpital pour me faire recoudre le doigt. Et le lendemain matin, inconsciemment, j'ai pris un téléphone, un numéro des alcooliques anonymes, et j'ai appelé. Et depuis Et j'ai rencontré une dame qui m'a dit, tiens, ce soir, il y a une réunion à Saint-Raphaël. Vous avez qu'à y aller. Je vous suggère d'y aller. Peut-être ça pourra vous aider. Depuis ce jour-là, j'ai plus repris un verre. Ça a été terminé. Ah oui, effectivement. Mais bon, tous les gens ne sont pas comme moi. Attention, on n'est pas tous pareils. Attention, la maladie, il ne faut pas croire que... Non, il n'y a pas de magie là. Il n'y a pas de magie. Et je ne me mettrai jamais en disant, oui, mais tout le monde peut être comme... Non, oui, c'est pas la solution. Non, c'est pas la solution. Comme on vient de le dire avant. C'est qu'à un moment, je pense que quand on a perdu la maîtrise de notre vie, ce qu'on dit, nous on dit, notre première étape, je suis impuissant devant le produit, j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Donc, ce qui veut dire que, quelque part, on est en souffrance. Et comment on peut faire pour s'arrêter?
c'est pas évident. Et donc, à un moment donné, moi, j'ai trouvé cette solution. Hein. Il y a plein de solutions, de toute façon. Hein. Et moi, je suis sûr qu'il y a plein d'autres solutions. Justement, on va en parler maintenant. On revient dans quelques secondes sur votre radio. Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook Faut qu'on en parle ainsi que sur notre répondeur non surtaxé le 07 839 839 75 07 839 839 75. Nous parlions des risques alcool avec toi, Emmanuel, tout à l'heure. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de la prise en charge, comment ça se passe, etc. Oui, alors à Santé, alors on est un dispositif un peu particulier, mais les XAPA, les centres de soins addictos, proposent aussi de plus en plus cette offre de soins qu'on appelle la réduction des risques alcool. C'est un peu compliqué ce mot. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux personnes de venir à des entretiens avec des soignants pour pouvoir prendre le temps d'explorer les pratiques de consommation, les contextes de vie et de regarder les manières de boire et quels risques sont pris. Et petit à petit, cet accompagnement cherche à accompagner la personne à mettre en place d'autres stratégies dans sa vie que la stratégie ou la solution alcool et d'en trouver une autre. Donc c'est assez vaste, hein, la personne peut avoir besoin d'un médecin, d'un psychologue, de pouvoir intervenir dans la dimension sociale de sa vie et de plutôt trouver du soutien pour régler des choses administratives ou professionnelles. Nous, à Santé, on accompagne, on a une file active, il y a à peu près 45 personnes. C'est très mixte, il y a autant de femmes que d'hommes, il y a autant de jeunes que de plus vieux. Donc nous, ce qu'on constate en effet, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent, des jeunes entre 20 et 27 ans, qui ont recours à Santé. Et il se trouve que pousser la porte de Santé, alors c'est un lieu un peu particulier. Alors Santé Alcool, on vous trouve, enfin les bureaux, ils sont que à Marseille ou c'est une association nationale? Et non, ils sont que à Marseille pour l'instant, mais les XAPA sont en train, les XAPA, les centres de soins dédiés à cette question-là, sont en train d'intégrer cette offre de soins dans leur service pour pouvoir la proposer aux personnes qui le souhaitent. Donc c'est très récent, comme on le disait, oui. Vous êtes les seuls à faire ça en France aujourd'hui. Oui. Ça tend à se développer. Oui, ça se développe et ça va même très très vite. Hein. Les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé recommandent de mettre en place cette offre de soins. Donc ça va aller pour les personnes qui souhaiteront trouver et bénéficier de cette offre pourront bientôt la trouver très bien. Sur le territoire. Du coup, quels sont, si on se retourne du côté des AA, voilà, on va vous appeler, c'est vrai qu'on vous appelle les AA, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je sais, mais pourquoi d'ailleurs, pour ça vous pourrez nous le dire au passage, ou tout à l'heure peut-être. Quelles sont les actions, vous, les alcooliques anonymes, en termes de prise en charge? Donc, comment ça se passe chez vous? Oui, Mireille aussi. Mireille? Alors, prise en charge, c'est pas un terme qu'on emploie. La personne qui va mal dans sa vie, eh bien, alors on a des permanences, c'est-à-dire un numéro que les personnes peuvent appeler du matin jusqu'à 2h du matin. On a un site AA France qui est extrêmement bien fait, avec notamment un questionnaire qui permet peut-être certains qui se posent des questions, qui doutent de savoir si elles peuvent être peut-être un alcoolique. Et puis on a des groupes. En fait, on fonctionne avec des groupes sur toute la France. Alors voilà, il suffit de taper à la porte et de dire voilà, la main est tendue. Voilà, c'est ça. En fait, c'est des groupes, des réunions. Ce sont des réunions qui durent à peu près 1h15. On est tous pareils, on est tous des alcooliques. Alors les réunions ouvertes, c'est réservé aux personnes qui pensent avoir un problème d'alcool. Et il y a des réunions ouvertes. Réunions ouvertes une fois par mois. Et il y a des réunions. Pardon, je me suis trompée. Il y a des réunions réservées aux alcooliques ou aux personnes qui pensent peut-être avoir un problème d'alcool. Et il y a des réunions qui sont ouvertes à leurs conjoints éventuellement, ou leurs médecins, ou des gens de leur famille, ou des amis. Et à ce moment-là, voilà, on fait la réunion ensemble. Voilà comment on fonctionne. Ce sont des groupes de parole. Et il y a un thème, il y a un modérateur, il y a un animateur. Et nous, on a des rotations de services, si vous voulez. En fait, personne n'a un rôle durablement. En fait, on tourne
Celui qui fait le café, pendant un an, il va pouvoir faire le café. Celui qui vend des livres, pendant un an, il va pouvoir faire ça. En fait, on est tous pareils, c'est extrêmement démocratique. Et en fait, on est tous des alcooliques. Donc, et pourquoi c'est anonyme? Parce qu'il peut y avoir un médecin, il peut y avoir une infirmière, il peut y avoir un directeur d'école, il peut y avoir, moi j'étais éducatrice, etc. Et ça, c'est drôlement important parce qu'en fait, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. On est tous avant tout des malades qui cherchons à s'en sortir, à avoir une vie digne d'être vécue. Alors, dans les prises en charge aussi, on peut aussi... comment les thérapies cognito-comportementales et autres psychothérapies sont-elles utilisées dans le traitement de l'alcoolisme? Jean-Paul ou Florine, comme vous voulez. Alors, moi, c'est vrai que ma petite spécificité, mais qui en est une grosse, c'est que je n'appartiens pas à ce champ-là. Je ne fais pas des thérapies cognitivo-comportementales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt cette orientation, en tout cas, qui est vraiment majeure au niveau des addictions. Moi, je suis d'orientation psychanalytique. On n'est plus du tout... on est un peu mis de côté par rapport à ça. Pour moi, c'est vrai que les deux ont leur importance. C'est très important de travailler sur le problème de fond, comme on a parlé d'une vraie souffrance, de trouver un espace de parole où j'accueille les patients et que sans jugement, que je travaille avec eux sur leurs traumas, qui souvent sont des traumas très précoces, très archaïques, et d'avoir une prise en charge aussi cognitivo-comportementale, parfois aussi ce qu'on appelle de la psychoéducation, donc c'est-à-dire vraiment de donner des cours, si vous voulez, de la pédagogie, parce qu'aujourd'hui on considère l'alcoolisme comme une maladie chronique, donc c'est le but aussi de pouvoir éduquer pour que les patients aient des connaissances dans cette maladie. Donc tout ça, c'est donc les thérapies cognitivo-comportementales et aussi la psychoéducation, ce sont des aides aussi non négligeables, mais qui pour moi vont de pair, et avec mon orientation, je n'ai pas du tout de problème avec ça. On associe souvent l'alcool à d'autres problèmes de santé, tels que la dépression et l'anxiété. Comment ces comorbidités, elles peuvent être traitées de manière simultanée? Florine? Alors, moi, ça se fait difficilement de manière simultanée. Souvent, après une période de... en fait, on va dire que les patients peuvent arriver pour dépression et finalement, sur le tard, on va essayer de traiter, on va dire, un problème plus d'addiction, ou l'inverse. Après une période de sevrage, on va avoir, on va dire, à peu près la forêt derrière l'arbre, et qu'en fait, oui, là, il va avoir... on va dire une pathologie, on va dire psychiatrique, en tout cas parfois des dépressions, ce genre de problèmes qui vont être traités en tout cas dans un second temps. Mais tout faire en même temps, c'est un petit peu compliqué. Et puis il y a des choses qui se font sur le long terme. Ils viennent en structure en période de crise, on va dire. Ils viennent pour 4-6 semaines, en tout cas pour une cure de sevrage, donc vraiment pour arrêter l'alcool. Parfois, il y a des possibilités de faire des post-cures, donc c'est-à-dire d'aller encore dans un autre établissement, parfois pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pour consolider cette abstinence, avec tout un projet du coup. Mais voilà, après, on insiste durement sur l'importance de la prise en charge, même après en fait les cures, parce que l'idée c'est de se dire qu'on n'est pas guéri en sortant de cure. Il y a un risque très important, et donc là on sollicite vraiment les patients à continuer un suivi dans un XAPA auprès d'un médecin addictologue, auprès d'un psychiatre, peu importe, mais c'est l'importance d'avoir en fait un maillage et qu'ils ne sortent pas de cure comme ça après plusieurs semaines d'abstinence. C'est vraiment qu'ils aient une continuité du suivi. Donc ça se fait surtout sur le long terme, tout ça. Ce sont des choses qui prennent du temps. Est-ce que les thérapies non médicamenteuses, comme la médiation ou le yoga, peuvent aider dans le traitement de l'alcoolisme? Oui. Jean-Paul? Ah oui, Ou les deux. Florine. C'est indéniable. Là, ce que décrivait Florine, elle travaille dans une clinique. Autour de la table, on a finalement des gens qui travaillent dans le même sens, à savoir sur un réseau, le fameux maillage. Un patient, il a besoin effectivement de voir des repères. Chaque patient étant différent, il a besoin éventuellement d'un problème, d'un soutien social, d'un soutien psychologique, d'un soutien médicamenteux, d'un soutien, avec les thérapeutiques cognitivo-comportementales. Ceci dit, c'est vrai qu'au niveau des traumas anciens, des traumatismes cachés,
des névroses qui ont été constituées depuis très très longtemps. L'hypnose, la sophrologie, ça fonctionne très très bien. Le MDR aussi fonctionne sur les épisodes de stress post-traumatique. On a des médications aussi qui sont complémentaires, parce qu'il ne faut pas penser qu'il y a uniquement un axe thérapeutique. La plupart du temps, on travaille médicaments, écoute, psychologue, éventuellement TCC, donc les thérapeutiques cognitivo-comportementales. On essaie de trouver qu'est-ce qui donne un écho positif pour le patient. Voilà. Oui, et puis, excusez-moi, c'est une prise en charge vraiment globale de la personne. Il ne faut pas oublier le corps, qui a aussi son importance et qui est vraiment impacté par l'alcool. Donc oui, il y a le yoga, relaxation, tout ce qui est aujourd'hui méditation, pleine conscience. Ce sont des choses qui peuvent mettre en tout cas en difficulté les patients dans un premier temps, et ensuite ils vont s'en saisir de façon à ce que quand ils vont avoir des cravings, donc des cravings on n'en a pas parlé, mais voilà, c'est cette envie impétueuse et tout de suite maintenant de consommer. Ce sont des choses qu'ils peuvent mettre en place, voilà, de ce genre d'outils en tout cas qui vont les aider. Donc c'est vraiment une prise en charge globale. Voilà. En ce qui concerne les médicaments, quelles sont les dernières grandes avancées qu'il y a eu dans ce milieu ? On a eu plusieurs possibilités en fonction justement du changement de paradigme avec la réduction des risques et des dommages. Auparavant, quand on avait l'option abstinence totale, on avait un médicament. Je dis on avait parce qu'on est de moins en moins enclin à l'utiliser. C'est en fait le disulfiram, c'est l'espéral. C'est un produit en fait qui a un effet antabuse qui n'est pas du tout compatible avec l'alcool. Ce qui veut dire que c'est la menace. Si vous buvez, vous êtes malade. Moi, j'ai eu ça à la clinique avec quelqu'un qui était entre autres évacué pendant la nuit après avoir consommé sur un débord émotionnel négatif. Par contre, j'ai aussi des patients ou des patientes qui me disent, vous savez, docteur, je vous le dis parce qu'on se connaît bien maintenant, d'où l'intérêt de l'alliance thérapeutique, j'arrête en fait le traitement 48 heures avant, puis après je prends une bouteille de vodka. Résultat des courses, l'intérêt, il n'y en a pas. Ensuite, on a deux produits qui sont en première intention, c'est la camprosate et puis le naltrexone, qui sont des produits qui sont très efficaces, mais qui ne sont pas éligibles ou susceptiblement efficaces sur certaines personnes. Ensuite, on a des produits qui fonctionnent pour la réduction des risques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec l'alcool. Je prends un exemple. J'ai un médecin généraliste qui est en train de discuter avec son patient et puis en fait qui met en exergue le fait que le patient a une consommation d'alcool trop importante. Docteur, je veux pas m'arrêter, je sais que c'est pas bien, mais je sais pas quoi faire, je veux pas de cure, je veux pas de solution. Là, il existe effectivement deux médicaments, un qui est très connu, qui est le baclofène, et l'autre s'appelle le nalméphène, le Celincro, qui permettent en fait d'avoir de façon très progressive une désaccoutumance, un espèce de désintérêt à l'alcool. Par exemple, pour le nalméphène, en 6 à 8 semaines, on a effectivement des baisses qui sont très importantes au niveau des consommations pour arriver non pas sur les 2 consommations journalières 5 jours sur 7, mais sur des consommations, comme l'avait souligné Emmanuel tout à l'heure, qui peuvent déjà être compatibles avec un meilleur état de santé et un meilleur état moral. Donc, ce plan médicamenteux, on a ça actuellement dans la pharmacopée. Actuellement, on travaille sur d'autres choses. Il y a notamment des produits comme l'oxybate de calcium, qui est un produit dont on sert pour les narcolepsies. Ce sont les gens qui s'en donnent spontanément. Le problème, c'est que ce médicament, c'est du GHB. Donc, en France, on est assez peu enclin à l'utiliser. Ah oui. Par contre, c'est utilisé en Autriche, c'est utilisé en Italie, a priori avec des résultats assez importants. Et il y a d'autres thérapeutiques qui se rapprochent assez justement de l'hypnose, de la méditation de pleine conscience. Alors là, attention, c'est vraiment expérimental. C'est le LSD et la psilocybine. Ah oui, carrément. Alors, à titre info, j'avais cru comprendre que dans les années 50, puisque le LSD avait été synthétisé par Hoffman pour 100 doses en 1943, les alcooliques anonymes avaient un protocole qui permettait d'avoir une réduction drastique des consommations d'alcool. On est d'accord, Serge, hein, voilà. Actuellement, il y a des recherches qui sont faites. J'ai un ami qui est actuellement en Suisse au CHU de Genève. On travaille sur la psilocybine, c'est les champignons hallucinogènes. Les patients qui sont très consommateurs, qui vivent avec un contrôle médical, bien sûr, avec un set and setting, c'est-à-dire une sécurité sur le plan de la mise en place du traitement, de l'encadrement, etc. Les patients qui vivent une expérience spirituelle importante ont un gain sur le plan thérapeutique majeur. Voilà. Donc, c'est pour l'instant expérimental. On a essentiellement expérimenté, donc je vous dis, la psilocybine, non pas au détriment du LSD, parce qu'on a à peu près les mêmes impacts. Mais ceci dit, peut-être qu'un jour, on aura des thérapeutiques psychédéliques qui seront contributives. Et pas seulement sur l'alcool, sur les dépressions, sur les stress post-traumatiques aussi. Si on parle maintenant des facteurs qui ont contribué à la réduction de la consommation d'alcool ces dernières années, qu'est-ce qui a marché en termes de prévention ?
Emmanuel, une idée? Non, y a Excusez-moi, rien j'en qui ai marche. aucune. Non. Le SAM, Alors ça, ouais. le SAM qui était. Si, je crois que il y a aujourd'hui des recommandations en population générale qui sont intéressantes pour les femmes qui ont des projets de grossesse. Et du coup, on préconise le zéro alcool par principe de précaution. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont attentives et prudentes à ces recommandations-là. Alors ça, faut faire attention. Justement, le revers, c'est que toutes les femmes qui ne parviennent pas à arrêter, qu'est-ce qu'elles peuvent faire en face de cette recommandation du zéro alcool? Est-ce que ça les pousse à confier à un soignant le fait qu'elles consomment de l'alcool? Voilà, je pense au zéro alcool et... Les SAM, oui, ça a très bien marché. On a aussi les étiquettes d'avertissement sur les emballages d'alcool qui sont de plus en plus courants. sont Comment trop ces étiquettes-là peuvent-elles influencer la prise de décision en matière de consommation d'alcool? Florine? Je ne sais pas. Très difficile. Elles sont trop petites, ces images. Il faudrait C'est imaginer trop quoi petit. maintenant? Des choses un petit peu dans un monde 2.0, des campagnes sur les réseaux sociaux, Alors, des choses comme je ça? risque de Florine mettre, on va dire, les pieds Non. dans le plat, mais pour moi, il y a quelque chose d'un peu paradoxal parce qu'il y a quand même un lobby, enfin, il y a quand même des lobbies au niveau de l'alcool, en tout cas, hyper importants en France. On en est aussi là. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis dans le tabac quand même. Concernant l'alcool, il y en a moins beaucoup quand même. moins. Il y en C'est a vrai que moins la quand preuve, même. vous essayez de réfléchir à qu'est-ce qui a marché, mais en fait, à part ça, oui, ok, mais on voit pas de campagne. Oui, si, Emmanuel? Par contre, le numérique va être Alors voilà, il y a un ce que enjeu j'allais dire. majeur. On disait tout à l'heure, c'est très difficile de pousser une porte d'un soignant ou d'un dispositif pour aller parler de sa conso. Le numérique va nous aider. S'il y a à distance des forums où on peut avoir de l'information, où on peut échanger avec des soignants, des pairs qui ont pu traverser cette expérience-là. Donc il y a oui, ça se développe, ça va se développer. Il y a aujourd'hui, je crois, des applications pour regarder un peu où on en est sur sa conso. Ça va pouvoir démocratiser sans doute l'information. Des consultations à distance aussi, pourquoi Ça pourrait, ouais. pas? Ça peut aider pour Ça les existe personnes qui déjà. veulent... Ouais. D'accord. À l'époque Oui. du confinement, excusez-moi, Ah, non, vas-y, vas-y, vas-y. à l'époque du On a encore confinement, quelques le minutes, premier confinement, donc le 15 mars, on a lancé au niveau de l'AMPA, à l'époque l'AMPA, maintenant Addiction France, des téléconsultations en visio. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Oui, ça Toujours. permet aux personnes qui ont C'est peut-être resté, pas ouais. qui osent pas faire la démarche C'est ça. physique C'est ça. de C'est plus facile de faire ça de sa maison depuis son On téléphone a- ou son PC. Oui, Serge? Pendant le Covid, on a. Alors, nous, les alcooliques anonymes, on ne s'est pas laissé abattre, vu qu'on ne pouvait pas faire de réunion. Ah oui, physique. vous, oui. Nous, on a monté des groupes visio, Zoom. D'accord. D'accord. Et là, on a eu une recrudescence Ah de oui personnes, mais on n'a Beaucoup jamais plus vu ça. de monde en Ah visio? oui, beaucoup. Des jeunes, des gens des hôpitaux qui nous appelaient, qui étaient en sevrage, qui étaient dans les hôpitaux, qui ne savaient pas comment faire. On a eu tout. On a eu même des gens en prison. Ouais, parce que c'était plus simple pour eux. C'était plus simple. Et Ouais. oui, et un des risques pour une personne qui consomme régulièrement, c'est l'état d'ivresse. L'état d'ivresse, Ça. sur la question de la mobilité, ça complexifie la mobilité. Il peut y avoir des risques de chute. Donc, en effet, chez soi, c'est beaucoup plus sécure, si on consomme, d'avoir en effet recours à des soignants ou à des pairs pour D'ailleurs, pouvoir voilà. échanger et se sentir un peu moins seul. Mais ça a été- Il y a toujours des réunions toute la journée. Oui. Et même la nuit. Même la Donc, nuit. les personnes qui ont envie de voir ça, il y a des réunions Et en Toujours visio, et ça en tourne tout visio. le temps. toute la journée. Oui, et en information, il y a un numéro de téléphone Alcool Info Service qui, pareil, est disponible quasi 22h ou 20h sur 24. Et en téléphonant, on peut avoir un écoutant en ligne qui peut être présent. Et ça, c'est important pour des gens qui peuvent se sentir seuls. On n'en a pas parlé dans les campagnes de sensibilisation, mais on a souvent vu, et c'est souvent utilisé, c'est la lutte contre la conduite en état d'ivresse. Comment ces campagnes peuvent-elles contribuer à réduire les accidents liés à l'alcool sur les routes? Tout à l'heure, vous en avez parlé, les alcooliques anonymes, peut-être Serge? Comment vous dire? On fait de la prévention, oui. On fait de la prévention routière. On a un ami en région PACA qui fait de la prévention routière. Alors, c'est pas vraiment de la prévention. Ouais, en fait, c'est les personnes qui ont perdu leur permis et qui doivent faire un stage. On doit faire un Et stage. en fait, Ouais. un Et il vient alcoolique faire un- anonyme vient présenter cette Voilà. méthode. Cette Voilà. méthode-là. Pour les Puis après aussi, on va souvent, on fait des IP en prison. D'accord? Ouais.
Et là, on tombe sur des gens qui se sont fait enlever leur permis, ou récidivistes, ou ainsi de suite. Alors, il y a un groupe des alcooliques anonymes à la prison de Draguignan, à la prison de Grasse. Et Partout récemment. en France, je suppose. Parce qu'on nous écoute partout en France, oui, mais c'est pas forcément facile. Ça fait 20 ans qu'on essayait d'ouvrir un groupe au Baumettes. Et ça y est, on a commencé. Voilà. Parce que aujourd'hui, notre administratrice, c'est la directrice des Baumettes. Voilà. Donc ça permet d'ouvrir encore plus, d'élargir et puis d'aider. Parce qu'en prison, ils boivent pas. Ils n'ont pas d'alcool. Ouais. Par contre, là, c'est radical pour eux. Bon, effectivement, oui, on sait qu'ils en ont. Alors, mais ils le disent eux-mêmes. Mais... Par contre, la directrice du SPIP que nous avons vue a dit le problème, c'est quand ils partent, quand ils vont en permanence, en sortie, voilà. Quand ils sortent, ils sont à nouveau confrontés à la société, à leur solitude, au regard réprobateur, etc. Et souvent, ils rechutent. C'est pour ça qu'on nous a demandé de venir pour préparer la sortie des détenus. Voilà. Mais c'est très intéressant. Et cette notion de groupe d'appartenance, quand ils partent, ils ont quelqu'un, ils ont des groupes qu'ils peuvent rejoindre. Voilà. Et comme moi je fais des infos publiques à la prison de Grasse, on a souvent des gens qui sortent et qui vont dans les groupes en bas, à Grasse ou à Nice ou ailleurs. Donc ce qui permet qu'on continue à avoir un lien avec eux. Et c'est ça que je trouve, moi, et quand on les voit, ils ont envie, on voit quand ils viennent, que la SPIP leur donne le papier, ils remplissent, ils viennent et ils sont volontaires, ils ont envie de parler, et ça leur fait du bien. Je crois que ça fait partie, le groupe des anciens buveurs fait partie de toute cette panoplie d'outils que vous avez présenté tout à l'heure. La sophrologie, les techniques psychocorporelles, la psychothérapie, etc. Et je crois que les mouvements d'anciens buveurs, les groupes de pairs, comme on dit maintenant, de pairs aidants, ça a un apport assez particulier, quoi. Voilà, c'est pouvoir se reconnaître dans les autres. Oui, maintenant on parle de plus en plus des patients experts, des patients comme ça qui vont donner leur expertise, on va dire, aux personnes hospitalisées ou concernées en tout cas par les problèmes. Pour conclure cette émission, est-ce qu'il est important de sensibiliser le public du coup à cette émission-là ? Donc le thème c'était alcool, évolution, dépendance et risques. Comment on sensibilise ? Comment on s'y prend pour le faire correctement et pas maladroitement comme on a pu le voir un peu plus tôt dans l'émission, Emmanuel ? Il faut que la parole se libère et qu'il y ait beaucoup de bienveillance, d'humanisme autour de ces questions-là. Que oui, il s'agit de rassembler au maximum des différents outils, puisque ça sera chacun sa solution. Pour un tel, ça sera peut-être un groupe de parole. Pour un autre, ça sera la méditation de pleine conscience. Pour quelqu'un d'autre, ça sera... Donc voilà, je pense qu'on est plus fort quand on est ensemble. Et oui, la question de plus avoir honte d'avoir recours à l'alcool et de pouvoir confier ce qu'on traverse. Pardon. Quelque chose à rajouter, Jean-Paul ? De l'écoute, de la patience et de l'empathie. Oui, du temps. Du temps, beaucoup. Ouais, ça serait les conseils à donner. Justement, on va finir cette émission sur le mot de la fin. On avait en plateau avec nous Jean-Paul Gomis, qui est médecin addictologue au sein d'Addiction France. Merci de ta participation et un petit mot pour conclure cette émission. Le mot, je suis satisfait de voir qu'autour de cette table, on a pratiquement les intervenants essentiels à la prise en charge des patients, à savoir tout ce qu'il faut réaliser dans un réseau pour pouvoir justement donner des soins adaptés, personnalisés, avec beaucoup de patience. On avait aussi Emmanuel Latourte, qui est responsable du développement des pratiques de réduction des risques alcool à l'association Santé Alcool et Réduction des risques. Emmanuel, un mot ? Alors, ce sera 2, lutter contre les préjugés. 3. Ok, d'accord. Non, mais ok, une phrase. On avait Florine Roy, qui est psychologue clinicienne en addictologie. Le petit mot de la fin ? Bien, je ne sais pas trop, à part de dire qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience. Patience, peut-être. Patience. Oui, parce que ce sont des personnes qui ont des parcours très difficiles et c'est pas évident de dire tout de suite. C'est un long parcours
Et l'addiction, c'est pas facile tous les jours, vraiment. Serge, un mot pour clôturer cette émission. Tolérance. Tolérance. Ok. Et Mireille? Je dirais qu'on a la puissance supérieure, peut-être en plus. Certains qui sont venus en réunion ont Puissance entendu. alors. Puissance peut-être. Oui, puissance supérieure, je dirais. Serge et Merci. Mireille qui sont correspondants de la région PACA aux alcooliques anonymes. Merci Voilà, beaucoup. merci d'être venus et d'avoir participé à cette émission. Eh bien nous, on va se donner rendez-vous prochainement pour une autre émission, c'est ça? Oui, on se dit à très très vite. Oui, À bientôt. à très très bientôt. Allez, Bye ciao. bye bye. Ah, bye bye.